Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints dans cette salle Erwin Gülner de l'Hôtel de Ville de Sceaux. Et bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont en visio avec nous. Merci donc d'avoir accepté de participer à ces entretiens de Sceaux. Cette inscription dans le temps de nos entretiens, nous le voyons comme un témoignage de notre volonté à toutes et tous, représentants des villes, des universités, des établissements d'enseignement supérieur, de mieux et de davantage collaborer, mais aussi de notre conviction à tous et à toutes que cette collaboration ville-université recouvre de grands enjeux. On les avait évoqués lors des entretiens précédents, sur le plan urbain, sur le plan économique, sur le plan culturel. Et ce capital que nous avons accumulé à travers ces 10 entretiens de Sceaux, c'est déjà 10 entretiens de Sceaux déjà passés, va faire l'objet donc d'une publication. Absolument. Je crois qu'on est en train de terminer ça, voilà. De finaliser ça, n'est-ce pas? Je m'adresse au François, à nos deux François, voilà. François Lechéder et François Rio. C'est en cours, donc ça sera fait avant les prochains entretiens. Yes. Voilà. Les François avant les prochains entretiens. Oui. Et peut-être d'ailleurs, puisque ces entretiens de Sceaux sont organisés avec la ville, la vallée scientifique de la Bièvre, donc représente François Lechéder et Dominique Giry, et la VUF, l'Association des villes universitaires de France, dont je salue la présence du délégué général François Rio. Nous avions hier une réunion du bureau de la VUF, et donc j'ai évoqué la possibilité que lors du prochain congrès de la VUF, qui a lieu, je crois que c'est en novembre prochain, on a fixé la date en octobre. Ouais, j'avais compris novembre, enfin bon, ok, en octobre. Ce capital accumulé lors des entretiens de Sceaux sur les relations ville-université puisse être donc un matériau utilisé pour ce congrès. Voilà. Alors, le sujet ce matin que nous avons choisi, c'est ce qu'on a appelé le mangeur étudiant. Évidemment, l'alimentation pour les étudiants, c'est un sujet extrêmement important. Ça représente un budget souvent qui est tout à fait majeur avec le logement. Donc c'est aussi une responsabilité, en tout cas nous le concevons comme ça, une responsabilité des collectivités, notamment des communes, des métropoles, de travailler la question, parce qu'on voit bien que s'il n'y a pas cette organisation, eh bien il y a évidemment un recours des étudiants à ce qu'on appelle le fast-food, et c'est pas forcément la meilleure des choses en termes de santé publique, et donc par conséquent il y a un vrai enjeu à la fois économique pour les étudiants, mais aussi, je pense, de santé publique. Voilà, donc on a décidé de parler de ce sujet-là, et donc toute une série ici d'intervenants qui sont ici présents, que peut-être François peut peut-être présenter. Non, un des François, non, oui, non, oui, oui, non, pourquoi pas, voilà, voilà, qui sont ici présents pour nous en parler. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous, et Jean-Philippe Allardy s'associe aussi à ses souhaits, qui est premier adjoint en charge notamment du campus urbain de Sceaux. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rencontre. Merci. Et je vous remercie de votre fidélité. C'est bien. Parole à Madame Demillier. Bien, bonjour à tous, je suis Virginie Demillier, directrice de l'unité de Sceaux. L'unité de Sceaux comporte 1500 étudiants avec environ 36% de boursiers. Dans le contexte économique actuel, les enjeux de restauration pour ces publics particuliers sont cruciaux. Ces enjeux concernent à la fois l'alimentation et l'éducation à celle-ci. Manger bien, manger mieux, notamment dans une optique de développement durable. Pour cela, à l'IUT, depuis 2021, en partenariat avec le Crous, nous proposons une offre variée qui s'est étoffée avec les années. De plus, l'association solidaire Copain propose aux étudiants de venir chercher des paniers repas, propose également des fiches recettes, là aussi dans une optique d'éducation, de formation à l'alimentation. Un autre enjeu est la restauration en elle-même, à savoir avoir un temps dédié au repas.
Pour cela, l'Université Paris-Saclay met en place un schéma directeur de la vie étudiante dans lequel 1 heure de pause méridienne doit être consacrée par jour à la pause repas. Des lieux de restauration de qualité sont aussi nécessaires pour nos étudiants. Via la contribution à la vie étudiante et de campus payée par les étudiants, nous pouvons aménager des espaces pour nos étudiants, mettre aussi à leur disposition, par exemple, des micro-ondes pour réchauffer leurs repas. Et donc, en tant que directrice de composante, je me réjouis que cette question soit traitée non seulement au niveau universitaire, mais également au niveau des territoires. Et donc, je suis ravie que nous soyons réunis ce matin pour discuter de ces questions. Merci Madame Demullier, merci Monsieur le maire, Monsieur le Président. On a eu déjà un large propos introductif, donc je ne vais pas trop m'appesantir. En plus, on avait un avant-propos rédigé par mon collègue François Le Scheider, un très, très joli avant-propos d'ailleurs. Je pense que c'était une façon d'aborder le sujet de manière originale en partant du pays de la gastronomie et en soulevant à la fois les problèmes économiques, sociaux, de bien-être, de santé, d'avenir de la planète qui ont été évoqués. Je crois qu'on est sur un sujet qui en plus a déjà été abordé mais d'une manière différente pas très loin d'ici, puisqu'il y a une association Campus Urbain qui est sur le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre qui avait fait un travail là-dessus, sur l'alimentation et en particulier l'alimentation durable l'année dernière. Malheureusement, la présidente Marie Piron, je crois, ne pouvait pas être avec nous ce matin. Le sujet, ou plutôt les sujets, en fait il n'y a pas qu'un seul sujet, on va le voir d'ailleurs avec les intervenants qui vont intervenir ce matin. Il y a plusieurs sujets de la même façon qu'il y a plusieurs étudiants. Hier on avait en conseil d'administration de la VUF le président de l'Observatoire de la vie étudiante qui disait il n'existe pas d'étudiants moyens. Eh bien c'est pareil, il n'y a pas un sujet de l'alimentation étudiante, il y en a une multiplicité, de même que les étudiants sont multiples, ils évoluent, ils changent. Les étudiants d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement les étudiants d'hier. Ceux d'entre nous qui sommes parents, d'ailleurs, le constatent quand on voit grandir nos enfants, nos adolescents. Ils ont un regard différent du nôtre sur l'alimentation, sur la façon de composer les repas, la façon le rapport à la nourriture, le rapport à la planète, bien sûr, et l'inquiétude, des projets aussi, des idées. Donc on a un contexte qui est très changeant, une population étudiante qui est changeante, des acteurs qui évoluent et un foisonnement d'initiatives. Et puis des contextes différents. Alors, foisonnement d'initiatives, on va le voir entre autres avec nos 4 intervenants. Mais je voulais juste dire un petit mot de contexte d'actualité, parce que l'actualité, elle est très forte sur la question. Aujourd'hui même, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas que la motion de censure, il y avait aussi la réunion de la commission de l'éducation et des affaires culturelles qui se prononce sur une proposition de loi pour le repas à 1 € étendu à tous les étudiants, donc aux non-boursiers, avec donc un certain nombre d'arguments pour, contre, etc., un certain nombre de motivations. Il y a eu un débat qui a été ouvert et la VUF a participé d'ailleurs à ce débat. Il y a une dizaine de jours, on a eu les contours de ce que serait l'application concrète et opérationnelle de ce qu'on a appelé la loi Lévy, du sénateur qui s'inquiétait finalement du maillage de la restauration sociale étudiante qui ne couvre pas tout le territoire universitaire et qui, pour répondre à cela, a imaginé un dispositif qui a été très long d'ailleurs à devenir opérationnel. C'est une sorte de carte prépayée, donc avec la possibilité pour les étudiants éloignés des restaurants universitaires de se rendre dans des commerces de bouche et d'avoir donc une carte utilisable pour ça. Et puis surtout, on a un contexte global, donc de rapport à la nature, de rapport à la planète, de rapport à l'alimentation, de rapport au vivant et à la santé globale, qui fait qu'on ne peut pas avoir un seul regard sur le sujet. Et pour justement travailler ce regard, donc on a choisi d'avoir avec nous ce matin 4 interlocuteurs différents qui vont nous donner donc 4 angles de vue différents. Donc le premier, ça va être Feres Belghit, qui est directeur de l'Observatoire de la vie étudiante, que j'ai déjà cité à propos de son président, donc qui va nous poser un peu des éléments objectifs à partir de l'enquête conditions de vie qui est menée par cet observatoire sur des échantillons très importants, représentatifs de la population étudiante française. Et puis après, on va avoir donc un regard associatif qui est le regard d'un réseau d'associations, en fait, c'est le RESES,
Donc Naël Réseau nous donnera un petit peu quelques mots sur ce qu'est ce réseau qui rassemble différentes associations, des dizaines d'associations qui interviennent sur les questions de RSE, de transition énergétique et écologique, et avec notamment un gros travail qui a été enclenché depuis l'année dernière sur l'alimentation étudiante. Et puis ensuite, on aura le regard d'un acteur majeur, qui est le réseau des Crous, qui est connu, mais mal connu aussi, je crois, du grand public et même des décideurs que nous sommes par rapport à la réalité d'aujourd'hui, par rapport à ces initiatives, par rapport à ces contraintes, par rapport à ces projets, par rapport à ces évolutions, et ce sera le propos de Dominique Francon. Et puis on reviendra en partie sur ce territoire C1, puisque la ville de Sceaux a pris l'initiative avec l'association Copain de mettre en place un dispositif en réponse aux problématiques de précarité alimentaire, mais pas que, puisque Copain c'est autre chose, c'est pas simplement la distribution d'aide alimentaire. Donc Joséphine Renaud-Heller et Léo Leroux seront les quatrièmes intervenants de ce matin. Alors bien sûr, il y aura peut-être un petit temps de questions-réponses au milieu de ces intervenants, et puis on élargira le débat en fin de réunion. Donc on va poser d'abord les éléments de contexte à partir des chiffres. Donc Ferrès, vous avez la parole. Et je précise, donc on va partager un document que j'ai mis aussi dans le chat, et donc les personnes qui sont en visio, si c'est pas très lisible à l'écran, peuvent le consulter également en prenant le fichier. Il est sur la table pour les participants ici. Il y a quelques exemplaires pour ceux qui sont à l'arrière, si c'est pas visible à l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Et puis, tout d'abord, mes excuses pour ce petit retard dû au transport. Ça a été la surprise de ce matin. Voilà, donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter à partir des données dont je dispose un panorama un petit peu général sur la question de l'alimentation, en élargissant un tout petit peu puisque c'est directement lié, la situation économique et financière des étudiants. Alors je vois que c'est pas très lisible, mais vous l'avez, ça sera un peu plus clair à percevoir. Et puis voilà, donc vous précisez d'abord d'où je parle. Donc l'Observatoire de la vie étudiante, donc c'est un organisme dont le but premier est d'organiser des enquêtes sur les conditions de vie des étudiants. Donc on organise tous les 3 ans une grande enquête où on interroge environ 250 000 étudiants pour entre 50 et 60 000 répondants, voilà, donc toutes filières confondues. Donc c'est la plus large enquête qui est faite sur les conditions de vie des étudiants, et qui aborde ou qui essaie d'aborder vraiment toutes les conditions de vie, tous les aspects des conditions de vie étudiantes, et donc notamment l'alimentation. Malheureusement, l'alimentation est assez peu abordée, donc vous le verrez, on a assez peu d'informations. Je vais quand même essayer de vous présenter un peu les quelques points qui permettent quand même d'avoir un peu une idée générale de ce qu'est l'alimentation, à la fois l'aspect financier, à la fois la qualité de l'alimentation, enfin, voilà, des choses comme ça. Dernière précision avant de commencer, puis j'essaie d'aller très vite pour tenir les 10 minutes, n'hésitez pas à me couper si je déborde. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, donc contrairement aux autres intervenants. Donc voilà, je vais rester vraiment très très général. Alors, une première diapositive avant de rentrer sur le sujet, c'est un petit peu comment évoluent les conditions économiques et financières des étudiants, et notamment, alors je peux y revenir à la fin, j'ai prévu 2 slides facultatives à la fin, si c'est nécessaire on pourra y revenir, sur notamment la question de la précarité étudiante. Alors, vous donnez, donc pour aller à contre-courant de tout ce qu'on entend depuis quelques années, nous, dans nos enquêtes, en fait, on n'observe pas de dégradation
net de la situation économique et financière des étudiants. Alors là, donc, vous avez plusieurs courbes qui présentent un petit peu les différents indicateurs, que ce soit les ressources, que ce soit la manière dont les étudiants perçoivent donc un point de vue plus subjectif sur leurs conditions. Globalement, en fait, ce qu'on constate, c'est une augmentation entre 2020 et 2023, une légère augmentation entre 2020 et 2023, mais quand on regarde sur du moyen terme, donc là, pour le coup, sur ces aspects-là, nos enquêtes remontent, selon nos indicateurs, entre 2010 et 2013, et on constate que, finalement, ce qu'on observe en 2023 est à peu près au même niveau, voire même inférieur à ce qu'on observait en 2013. Voilà, pour le dire très vite, de ce point de vue-là, on n'observe pas une très très nette dégradation, nous dans nos enquêtes en tout cas, des conditions de vie étudiantes, ce qui nous a amené à parler plutôt d'une précarité structurelle, dans le sens où c'est une précarité qui est à des niveaux élevés, mais qui l'était déjà avant en fait, et qui se maintiennent à ces niveaux-là. Et selon les indicateurs qu'on va utiliser, on va avoir entre 15 et 25% des étudiants qu'on peut qualifier donc d'étudiants en situation de vulnérabilité. Diapositive suivante. Alors donc du coup, pour rentrer sur les questions d'alimentation, donc à partir des indicateurs qu'on a, alors d'abord sur les dépenses d'alimentation, avec un premier chiffre donc dans nos enquêtes, donc où on a toute une part un petit peu sur les budgets des étudiants, donc à la fois sur les ressources et sur les dépenses. Et là, donc sur les dépenses des étudiants, donc pour l'alimentation, c'est en moyenne 168 € par mois. Donc, ce qui représente, là aussi, en moyenne, 18% de leur budget, sachant que, pour situer, le logement représente, pour les étudiants des cohabitants, à peu près la moitié du budget, donc environ 50%. Donc voilà, donc 18% de l'alimentation. Pour ceux qui fréquentent la restauration universitaire, donc la dépense mensuelle est de 50 € en moyenne. Après, avec des variations, on va trouver vraiment, là, pour le coup, des variations assez nettes, nettement plus élevées en Île-de-France, 185 €, et en région PACA, 171 €, et à l'opposé, dans les Hauts-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté, où on va être autour de un peu plus de 150 €. Donc, de la même façon, les étudiants des cohabitants ont des dépenses supérieures aux étudiants qui vivent chez leurs parents, 42 € en moyenne. Et puis, les dépenses d'alimentation des étudiants donc issus de ménages à dominante ouvrière et les étudiants bénéficiaires de bourses vont également donc consacrer moins d'argent à leurs dépenses d'alimentation, avec respectivement donc 147 et 139 €, donc qui sont ramenés aux 168 € en moyenne. Enfin, donc, les étudiants qui exercent une activité rémunérée très concurrente de leurs études sont ceux qui dépensent le plus d'argent, donc qui ont les montants les dépenses les plus importantes, 202 € en moyenne. Ensuite, donc, alors, sur la fréquentation donc, des restaurants universitaires, alors, sachant que la question est ambiguë puisqu'elle parle de restaurants universitaires, sachant que c'est donc bien sûr à majorité des restaurants Crous, mais pas uniquement, on a donc un peu moins de 2/3 des étudiants qui déclarent utiliser les restaurants universitaires. Donc ces 2/3 donc, se répartissent entre 37% des étudiants qui les fréquentent de manière régulière et 27% qui les fréquentent de temps en temps. Là aussi avec des variations selon l'âge des étudiants. Les étudiants les plus jeunes sont ceux qui les fréquentent les plus régulièrement. Également le fait de posséder ou non une bourse. Les étudiants boursiers vont plus régulièrement
au restaurant universitaire. La filière d'études également joue un rôle avec donc les étudiants, en particulier les étudiants en sciences qui se distinguent assez nettement, 49% de manière régulière. Et puis donc la région d'études également avec la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine qui ont des taux de fréquentation régulière assez importants, autour de 40%, et à l'opposé la Corse avec 20% de fréquentation régulière. Ensuite, autre aspect important et qui lui est à relier à l'aspect justement financier, c'est la manière dont les parents interviennent donc sur l'alimentation, puisque on a quand même donc une part importante des étudiants qui bénéficient de l'aide de leurs parents pour tout ce qui concerne l'alimentation, avec donc 46% des étudiants qui partagent au moins un repas avec leurs parents par semaine, et 35% qui se font acheter de la nourriture une fois par semaine par leurs parents. Donc là-dessus, logiquement, les étudiants étrangers, tout simplement parce que les parents sont souvent plus éloignés, bénéficient moins de cette aide des parents, puisque seulement 16% reçoivent des denrées alimentaires et 54% ne reçoivent jamais d'aide de leurs parents, ne partagent jamais de repas avec leurs parents. Donc, et à l'opposé, c'est le cas seulement de 24% des étudiants français. Donc 55% ne partagent pas de repas avec leurs parents, là aussi, la distance l'explique, c'est 18% seulement des étudiants français. Et puis l'autre aspect qui évolue sur la question de l'alimentation, c'est un aspect important, c'est l'avancée en âge des étudiants, je l'ai dit tout à l'heure, et puis tous les phénomènes qui accompagnent cette avancée en âge, la décohabitation, l'exercice d'une activité rémunérée, qui sont autant d'éléments qui, du coup, éloignent les étudiants qui diminuent l'aide des parents dans l'alimentation. Ensuite, un autre aspect, alors qui est tout neuf, sur lequel nous on n'a pas de comparaison, qui est plutôt une interrogation sur la qualité de leur alimentation. Et donc, le premier élément, c'est qu'on a seulement, en quelque sorte, la moitié des étudiants qui déclarent être satisfaits de leur alimentation, à la fois en quantité et en variété, qui représente un peu en quelque sorte l'idéal, c'est-à-dire avoir à la fois assez d'aliments à manger et une variété d'aliments suffisante dans les repas quotidiens. On a quand même un tiers des étudiants qui déclarent ne pas avoir assez d'aliments en quantité, qui ont assez d'aliments en quantité mais pas assez de variété. Et donc ça va être des étudiants qui vont manger souvent en même type de repas. On peut avoir en tête des étudiants qui vont manger des pâtes de manière régulière, donc ils auront assez à manger, mais avec donc du coup une pauvreté en termes de variété d'alimentation. Et puis, chiffre important et assez élevé malgré tout, 13% des étudiants qui, eux, déclarent ne pas avoir suffisamment à manger. Et là-dedans, on peut décomposer donc 10% des étudiants qui, eux, n'ont parfois pas assez à manger, et 3% des étudiants qui, eux, pour le coup, ont souvent pas assez à manger. Donc là, c'est vraiment sur cette portion des étudiants qu'on rencontre les situations les plus difficiles. Là-dessus, on va retrouver les étudiants les plus âgés, 26 ans et plus, les étudiants dont les parents sont inactifs, en termes d'origine sociale, et les étudiants étrangers. Ça va être les deux populations pour lesquelles on a donc 2 fois plus d'étudiants, donc on passe de 3 à 6%, 2 fois plus d'étudiants qui déclarent donc ne pas avoir suffisamment à manger de manière régulière. Et à l'opposé,
Alors, c'est juste un point très très rapide et à l'opposé, hein, ceux qui ont les meilleures conditions d'alimentation vont être à la fois les étudiants cohabitants, tout simplement parce que vivre chez ses parents de ce point de vue-là présente un vrai avantage, et puis les étudiants issus donc de parents à dominante cadre. Ensuite, alors sur les difficultés donc financières d'ordre alimentaire, avec deux aspects. D'une part, donc le fait de sauter des repas pour des raisons financières, et puis de l'autre côté, donc, et je pense qu'ensuite ça sera mieux abordé, le recours aux aides alimentaires. À tout type d'aide. Alors, sur le saut de repas, hein, on a 8% des étudiants qui déclarent sauter souvent des repas pour des raisons financières. Et 9% qui ont bénéficié donc d'aide alimentaire, que ce soit donc des bons d'achat, un recours aux banques alimentaires, aux épiceries solidaires, aux associations d'aide. Voilà, donc c'est un chiffre, là pour le coup, nous, OVE, avons pas de recul, puisque ce sont des questions nouvelles, donc n'avons pas de recul hein, sur ce chiffre, mais c'est un chiffre qui paraît quand même assez élevé. L'autre aspect très important, et qui est peut-être le chiffre le plus important, c'est que 17% des étudiants déclarent ne pas avoir fait de demande ou de démarche pour aller vers l'aide alimentaire, mais estiment qu'ils en auraient eu besoin. Donc c'est quelque part, en fait, c'est le non-recours, justement. La question du non-recours est toujours une question importante qu'on a des difficultés à quantifier. Et donc là, on a 2 fois plus d'étudiants qui n'ont pas eu, qui estiment avoir eu besoin, donc qui ont été à un moment en difficulté, mais qui n'ont pas fait cette démarche d'aller vers l'aide alimentaire. Et donc si on cumule du coup ceux qui ont fait des demandes et ceux qui du coup en auraient eu besoin mais n'ont pas fait de demande, on a quand même 28%, donc on n'est pas loin du tiers des étudiants qui d'une manière ou d'une autre sont concernés par ces questions et par ce besoin d'aide alimentaire. Là-dessus, hein, si on essaie d'identifier les populations, on va retrouver d'abord et avant tout, et c'est le cas hein, sur les questions de précarité, une population qui est qu'on peut identifier vraiment comme la population la plus à risque, ce sont les étudiants étrangers. Avec 16% qui sautent souvent des repas pour situation financière, à l'opposé, pour la comparaison, 7% seulement des étudiants français. Alors, quand je dis étrangers ici, ce sont les étudiants là, c'est uniquement le critère de la nationalité. Donc, ce sont tous les étudiants de nationalité étrangère. Bien sûr, là-dedans, on retrouve les étudiants internationaux, mais pas uniquement. On va aussi retrouver les étudiants de nationalité étrangère vivant en France, parfois nés en France, mais qui sont de nationalité étrangère. Donc, je pense que si on distingue, et là, ça n'a pas été fait, les étudiants internationaux vont encore être dans des situations plus difficiles. De la même façon, donc, 26% des étudiants de nationalité étrangère ont bénéficié de l'aide alimentaire, et là, vous voyez, le gap est très prononcé, puisque c'est seulement 6% des étudiants français. Et sur le non-recours, on va avoir 32%, hein, un tiers des étudiants de nationalité étrangère qui n'ont pas eu recours aux aides et estiment qu'ils en auraient eu besoin. Voilà, et puis on va retrouver après hein, d'autres caractéristiques, je l'ai dit, l'âge notamment, et ce qui accompagne l'âge, hein, la décohabitation, et joue également l'origine sociale. Plus on est en bas de l'échelle sociale, et plus on saute des repas, et plus on recourt à l'aide alimentaire, et également donc la bourse. Voilà. Alors si j'ai encore vraiment deux secondes pour parler, là je reviens plutôt sur les questions de difficultés financières. Donc je vous le disais, selon le critère qu'on va prendre, donc on va retrouver plus ou moins d'étudiants. Là en prenant un critère
disons assez large, hein, et donc qui va maximiser le phénomène, on va avoir un quart des étudiants qui sont en situation de difficulté économique. C'est un chiffre qui est stable, qui est à peu près au même niveau, hein, et par exemple 26% des étudiants en 2023, j'ai oublié de le préciser, cette enquête date de 2023, 26% des étudiants qui déclarent avoir des difficultés financières importantes ou très importantes. Un cinquième des étudiants ont des difficultés économiques telles qu'il leur est impossible de faire face à leurs besoins. Et puis, autre aspect important, c'est qu'on va retrouver une convergence entre ce qu'on va appeler de la précarité objective, donc mesurée, enfin, vraiment sur l'aspect financier, mais également sur de la précarité subjective, la manière dont les choses sont perçues, sachant qu'il faut bien avoir en tête que la précarité subjective peut être décorrélée de la précarité objective, puisqu'elle va notamment dépendre des antécédents, enfin, du parcours social. Et donc une même situation peut être perçue comme difficile quand on a eu avant ça une situation plutôt facile, et être perçue au contraire tout à fait normale finalement quand toute sa vie on a vécu cette situation-là. Donc on peut avoir comme ça des corrélations. Malgré tout, la précarité subjective est aussi à des niveaux assez élevés. Et puis, pour aller sur des situations qui, elles, sont beaucoup plus marquées, on a quand même, par exemple, 12%, alors d'abord un tiers des étudiants qui ont dû à un moment ou à un autre, qui se sont retrouvés à un moment ou à un autre dans des situations de découvert, et 12% qui ont dû faire face à des situations d'impayés dans le courant de l'année, donc que ce soit loyer, gaz, électricité. Et voilà, donc pour caractériser très vite sur ces inégalités qu'on qualifie de structurelles, là aussi, on va retrouver à peu près les mêmes critères. La nationalité étrangère, avec une multiplication par 2,5 d'étudiants précaires par rapport aux étudiants de nationalité française, la cohabitation parentale, assez clairement, qui constitue une protection, et les étudiants des cohabitants, donc qui ne vivent plus chez leurs parents, apparaissent 2 fois plus vulnérables que les cohabitants. Et puis, dans la même logique, l'avancée en âge vulnérabilise les étudiants, et donc les étudiants de plus de 24 ans sont 2 fois plus précaires que ceux âgés de 20 à 23 ans. Un mot sur les aides publiques, là aussi, qui, on le voit, et c'est aussi le cas de l'activité rémunérée, ce sont 2 éléments qui permettent d'atténuer les écarts. Pour autant, ne les élimine pas. C'est-à-dire qu'on a quand même une amélioration. Vous voyez, les écarts sont nettement plus importants. Par exemple, pour les aides publiques, les étudiants boursiers sont 23% en situation de vulnérabilité, contre 18% des étudiants non boursiers. Donc, on a quand même un écart de 5 points. Et c'est à peu près le même écart pour les étudiants qui exercent une activité rémunérée. Donc voilà, donc ça permet quand même de voir que les aides publiques ou l'activité rémunérée, bien sûr, les deux ont des fonctions complètement différentes et surtout des effets complètement différents sur les études, mais dans les 2 cas, ça permet d'atténuer la situation sans pour autant la faire disparaître et donc gommer les disparités qu'on observe. Merci, Thérèse Pétrit, pour votre précision et votre rigueur à chaque fois que vous pouvez intervenir. On a la chance d'avoir effectivement ces éléments énoncés avec aussi beaucoup de précautions, et on vous en remercie. Après ce regard social en quelque sorte, on va passer à un regard plus sociétal, et qui n'est pas tellement l'alimentation des étudiants, mais l'alimentation vue par les étudiants, puisque c'est ce que a proposé avec l'intervention de Naëlle Lefebvre-Rizzo, qui est directrice du développement associatif du RESES. Alors Naëlle, d'abord, qu'est-ce que c'est que le RESES? Et ensuite, qu'est-ce qui vous a amené à apporter un regard intéressant avec une démarche singulière?
Merci beaucoup et puis merci pour cette invitation. Donc, je m'appelle Nel Fabrizio, je suis la directrice du développement associatif du RESES. Donc, on est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Donc, on est une tête de réseau national. On rassemble plus de 170 associations étudiantes en France. Et donc, par exemple, le copain fait partie du réseau. Et donc nous, un peu notre raison d'être, ça va être de donner les clés au monde étudiant pour construire une société écologique et solidaire. Et donc on va vraiment se positionner comme un facilitateur, un catalyseur des initiatives et des actions et des projets étudiants. Peut-être pour structurer un petit peu mon propos sur ce volet alimentation durable, je vais rappeler rapidement nos missions et aussi montrer que l'alimentation durable, c'est un peu le fil rouge, nous, dans l'association. Je dirais un petit mot sur notre consultation nationale étudiante, donc sur un peu la même temporalité que l'Observatoire national de la vie étudiante. Ça a lieu tous les 3 ans et nous, ça nous permet de dresser un peu un panorama des attentes, des besoins des étudiants sur le volet de la transition écologique et solidaire. Et je finirai par illustrer un peu mon propos avec 2 exemples un peu clés qu'on a portés dans l'association avec notre réseau. Et le parti pris qu'on fait, c'est que les étudiants puissent s'emparer du sujet de l'alimentation durable à travers des mécanismes de convention. Et donc j'ai 2 exemples de conventions à vous partager par rapport à ça. Et donc les 3 missions principales du RESES pour porter justement nos objectifs qui sont d'avoir 100% des étudiants et étudiantes qui soient formés et engagés sur les enjeux de transition et 100% de campus durables et donc qui s'engagent aussi dans une démarche de transition. On tend à atteindre ces objectifs avec 3 missions. On a une première mission un peu chapeau, enfin qu'on considère un peu comme chapeau et le préalable de nos 2 autres missions. Donc une mission plutôt d'engager et de mettre en réseau le monde étudiant et notamment les associations étudiantes et les acteurs et actrices du territoire pour s'emparer des enjeux de transition. Et donc là, par exemple, nous, on porte sur l'année universitaire, on coordonne 2 semaines étudiantes un peu phares du monde étudiant. La semaine étudiante de la réduction des déchets, qui est en fait la déclinaison de la semaine européenne de la réduction des déchets et qu'on porte avec l'ADEME. Et sur l'édition là, donc, qui a lieu en novembre 2024, on a mis en avant la thématique de l'alimentation durable. Et donc l'idée, c'était vraiment de valoriser les actions étudiantes sur la thématique de la réduction des déchets et de l'alimentation durable sur les campus. Et on coordonne un autre temps fort dans le réseau qui sont les semaines étudiantes de l'écologie et de la solidarité. Donc là, ça a lieu pendant 1 mois entre mars et avril. Et donc l'idée, c'est de vraiment mettre en action le monde étudiant autour de thématiques systémiques de transition. Et donc l'alimentation durable, ça fait partie des 5 thématiques qu'on a abordées sur l'édition 2024 de ces semaines-là. On a une deuxième mission qui va être plutôt d'encapaciter le monde étudiant autour des enjeux de transition. Et donc là, on produit des guides, des fiches pratiques pour favoriser le passage à l'action sur les campus. Et donc, par exemple, cette année, on a sorti un guide qui a été coporté avec différents acteurs et actrices, dont par exemple certains CROUS, sur rendre des campus plus circulaires, 0 déchet, et donc comment on met le monde étudiant en action. Et donc sur ce guide-là, qui est disponible sur notre site internet, on a une entrée thématique, et donc on partage des initiatives en lien avec l'alimentation durable sur les campus. Donc on a pu faire des entretiens avec des associations, des établissements de l'enseignement supérieur, pour mettre en avant des initiatives qui sont portées sur les campus. Et enfin, on a une 3e mission qui va être de porter les voix auprès des institutions publiques. Et donc là, on va siéger, par exemple, dans certains conseils nationaux, comme par exemple le Conseil national de l'alimentation, pour représenter la voix étudiante sur ce sujet-là. Et on organise notre consultation nationale étudiante, donc ça me permet d'arriver à mon second propos, qui est, nous, une grande enquête quantitative qu'on organise aussi tous les 3 ans, à destination de la population étudiante. Donc sur l'édition de 2023, on a eu 15 000 répondants-répondantes. Et donc l'idée, c'est vraiment de dresser une sorte d'état des lieux, des attentes et des besoins de la population étudiante sur les enjeux de transition. Et donc on a quelques questions qui sont en lien avec justement l'alimentation durable. Et parmi les chiffres un peu clés qui ressortent de cette consultation-là, il y a un chiffre qui montre que 31% des sondés estiment que les points de restauration de leur établissement prennent en compte les enjeux de transition écologique et solidaire. Et donc nous, par exemple, on travaille beaucoup avec le CNUS, on travaille beaucoup avec les différents CROUS, avec aussi les associations du territoire sur ce volet-là et les établissements.
Et parmi les priorités qui sont évoquées par la population étudiante, justement sur les points de restauration des établissements de l'enseignement supérieur, la priorité numéro 1, ça va être de pouvoir fournir des produits locaux et de saison. Donc c'est pour 54% des sondés. Donc c'est vraiment la première priorité sur les points de restauration collective. La deuxième priorité, ça va être la prise en compte de la réduction des déchets dans les points de restauration collective. Et la troisième priorité, ça va être des produits bio pour 35%, je crois, ou 34% des sondés, 35% des sondés, donc de pouvoir proposer des produits bio ou équitables dans les points de restauration collective. Donc ça, c'est vraiment un peu les 3 priorités qui sont sorties de notre dernière consultation nationale étudiante. Et nous, de manière un peu plus systémique dans l'association, donc c'est la consultation nationale étudiante, on la porte depuis 2008 environ, tous les 3 ans, et donc ça nous permet de nous alimenter aussi, nous en interne. Et donc le conseil d'administration, il a décidé, il y a quelques années maintenant, de voter la garantie d'accès à l'alimentation durable sur les campus notamment, comme priorité d'action de l'association. Et donc à partir de là, depuis environ 2021-2022, on structure un programme alimentation durable. Donc ça passe par différentes actions. On a par exemple porté une commission alimentation entre 2021 et 2022. Donc sur Paris, l'idée c'était de rassembler des étudiantes de notre réseau pour pouvoir faire des propositions au Crous de Paris pour alimenter justement leur schéma directeur. Et donc à la suite de cette commission-là, le RESES participe au comité de transition écologique du Crous de Paris pour pouvoir justement représenter les voix étudiantes auprès du Crous et donc continuer à alimenter ce schéma directeur. Et donc ça me permet aussi d'arriver sur mon dernier propos, cette commission-là, parce qu'à la suite de ce projet, on s'est dit qu'on avait envie d'aller un peu plus loin sur la thématique de l'alimentation durable. Et donc, on a structuré en 2023 une convention étudiante de l'alimentation durable. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir rassembler 40 étudiants et étudiantes représentatifs de la population étudiante pour les former pendant 6 mois, donc entre janvier et juin 2023, les former de manière assez intensive sur le volet de l'alimentation durable. Donc c'est passé par des cycles de formation, ils ont pu rencontrer aussi des acteurs et actrices qui travaillent ces sujets-là. Et ils ont aussi pu faire un peu des visites de terrain, donc notamment une visite terrain qui s'est passée à Rennes. Et donc là, l'objectif de cette convention, c'était de les former pour qu'ensuite ils puissent porter des propositions à destination des élus européens, parce que c'est un projet qui s'est tenu dans le cadre des législations des européennes. Et donc l'idée, c'était de se former de manière intensive. Et ensuite, entre janvier et juin, à la suite de ce cycle de formation, il y a eu une élection sans candidat qui s'est tenue. Et donc il y a une délégation de 6 étudiants, issus de ces 40 étudiants qui avaient été embarqués dans ce projet-là, qui ont eu pour mission donc de retravailler ces propositions, de les affiner. Donc on atterrit sur 12 propositions et ils ont fait un voyage à Bruxelles en septembre dernier pour pouvoir rencontrer les eurodéputés et de pouvoir un petit peu challenger les propositions, de pouvoir leur présenter en vue des européennes. Et donc on a eu l'événement de restitution récemment là en mai dernier, et donc nous c'est assez riche comme projet parce qu'on a pu suivre l'impact justement des étudiants qui ont participé à cette convention étudiante. On a un étudiant qui faisait son master qui nous a accompagnés sur le suivi d'impact du projet, et donc il a pu faire des focus group, des entretiens aussi plus individuels pour comprendre un peu les mécanismes de convention et les impacts que ça peut avoir sur les étudiants et étudiantes. Et donc parmi les chiffres un peu clés qui ressortaient de ce suivi d'impact, il y a plus de 60% des étudiants qui ont entamé des transformations en termes de consommation, d'ambition aussi, d'engagement professionnel. On a par exemple 19% des étudiants au début de la convention qui avaient un régime végétarien. Ils étaient près de 50% à la fin de la convention à avoir adopté un régime végétarien. Sur un peu l'engagement, l'insertion professionnelle qui était visée pour les étudiants et étudiantes. On avait environ 20% des étudiants au début de la convention qui souhaitaient travailler, avoir en tout cas un métier en lien avec les enjeux de transition.
Ils sont plus de 60% à la fin de la convention. Donc on note quand même qu'il y a des perspectives qui ont aussi pas mal évolué à travers cette convention-là, et l'ensemble des étudiants ont estimé qu'ils avaient vraiment été formés de manière pointue et qu'ils ont pu monter en compétence sur le volet de l'alimentation durable à l'échelle nationale et européenne dans le cadre de cette convention étudiante. Et donc pour capitaliser un peu sur ce projet et continuer à faire vivre le sujet d'alimentation durable, on était plutôt là sur des sujets assez transverses, pas forcément en lien avec la population étudiante. Et donc on s'est dit qu'on allait lancer des déclinaisons au local de conventions étudiantes. Et donc on a lancé en novembre, donc là c'est tout récent, les conventions étudiantes locales de l'alimentation durable avec 2 territoires pilotes. L'Île-de-France, donc on rassemble cette fois-ci des associations étudiantes issues du réseau, mais aussi qui souhaitaient s'impliquer sur ces questions-là. Donc on a 8 assos étudiantes qui sont impliquées sur la convention étudiante locale en Île-de-France, et une convention étudiante aussi locale sur le territoire lyonnais. Donc on a 9 assos qui sont embarqués sur cette convention-là. Et donc là, l'idée, c'est un petit peu le même processus, et la même méthodologie qu'on utilise. Donc c'est de former pendant 6 mois ces associations étudiantes sur le volet de l'alimentation durable, mais cette fois-ci, on a plutôt une focale territoriale et locale, donc en lien avec les enjeux du territoire, donc en Île-de-France et à Lyon. Et donc, on va les former. Donc, on a des cycles de webinaires, on a des cycles de formation, on a des rencontres avec des associations, des acteurs et actrices du territoire. Et l'idée, c'est qu'ils puissent formuler des propositions auprès des décideurs et décideuses au local. Donc là, pour l'instant, c'est un projet qu'on vient de lancer. On est encore sur la phase. L'idée, c'est que ce soit les assos étudiantes qui puissent définir les cibles qu'elles ont envie de toucher avec les propositions qui seront faites. Et donc, même peut-être que les cibles sont parmi nous aujourd'hui, on verra. Et donc, moi, je reste aussi disponible pour en discuter. Mais c'est vraiment un projet qu'on vient de lancer. Et donc, pour finir un peu mon propos par rapport à tous ces éléments, nous, l'alimentation durable au RESES, c'est un peu une thématique fil rouge dans ce qu'on porte. Ça passe par les missions que j'évoquais précédemment, que ce soit dans nos semaines étudiantes, on essaie de donner de la visibilité, d'engager le monde étudiant autour de ce volet d'alimentation durable, notamment sur les campus. Ça passe aussi par l'encapacitation du monde étudiant, des assos étudiantes et des étudiants eux-mêmes, avec la production de guides, de ressources. Nous, on dispense aussi une formation alimentation durable sur les campus. Et enfin, ça passe aussi par le portage des voix étudiantes auprès des institutions, tout le travail aussi qu'on peut faire avec le CNUS, avec les CROUS, et donc ce dialogue aussi social qu'on a avec les différentes institutions pour faire en sorte que l'ensemble du monde étudiant en tout cas, porte des initiatives et des actions en lien avec l'alimentation durable sur les campus. Merci beaucoup sur cette approche différente et intéressante à suivre. Je crois que beaucoup d'entre nous, on la découvre. Ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre quelques minutes, soit de questions, soit de remarques, sur les 2 interventions, les 2 premières interventions de ces 11e entretiens. Qui est-ce qui souhaite poser une question ou... Et il est possible de poser des questions aussi quand on est en distanciel. Donc, vous ouvrez votre micro et vous prenez la parole, on vous entend. Vous pouvez rebondir aux 2 interventions, poser des questions aux intervenants, pour faire part aussi de vos remarques ou de vos observations sur la question à la fois de la précarité alimentaire étudiante et de l'engagement des étudiants sur ce sujet, prolongement des derniers propos. Il y a Madame Quignot qui souhaite intervenir. Allez-y, Madame Quignot. Depuis la Réunion, donc. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ces interventions. J'aurais une question relative à la première intervention et sur l'étude l'enquête qui a été réalisée à l'attention des étudiants. Et justement, j'aurais voulu savoir si les étudiants des DOMCOM étaient représentés dans cette étude-là. Est-ce que vous aviez pu récolter des informations et des données de l'ensemble des DOMCOM, et notamment il y a des territoires universitaires comme la Réunion? Oui, tout à fait. C'est le cas avec des effectifs plus restreints et donc des analyses plus difficiles
à mener. En tout cas, là, sans avoir les chiffres de tête, ce que je peux vous dire, c'est que les DOMCOM apparaissaient sur plusieurs des indicateurs de difficulté, apparaissaient assez nettement. Alors là, moi, la prudence m'a amené à ne pas les faire apparaître tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de vérifier la significativité des chiffres, donc la solidité des chiffres, mais ça apparaissait assez clairement vraiment sur plusieurs indicateurs, que ce soit sur les difficultés économiques et financières, ou que ce soit sur l'alimentation. Mais en tout cas, oui, donc les DOMCOM font partie de notre enquête, enfin du champ de l'enquête en particulier. C'est là où on a quand même la meilleure couverture, c'est le champ universitaire. Sachant que l'enquête couvre au-delà du champ universitaire toutes les écoles de commerce, d'ingénieurs, les classes préparatoires aux grandes écoles, les STS. Voilà. Mais en tout cas, sur le champ universitaire, les éléments semblent dire, sous réserve de faire simplement des vérifications statistiques qui permettent quand même de s'assurer que les résultats sont solides, montrent assez clairement une spécificité sur plusieurs aspects. Oui. Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir avec les actualités qu'il y a en Martinique, notamment en ce moment, de l'impact, enfin en tout cas l'impact financier là de l'alimentation aujourd'hui. L'alimentation dans les DOMCOM coûte beaucoup plus cher qu'en France hexagonale, et forcément les étudiants, on imagine en tout cas, qu'ils sont encore plus impactés. Donc voilà, peut-être un sujet à creuser dans les années à venir pour essayer de trouver des solutions aussi. Tout à fait. Merci en tout cas pour votre réponse. Merci. D'autres questions, observations, réactions, ou de la salle, ou en visio? Oui, bonjour, Corinne de Berny de l'Institut Paris Région. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends très bien, c'est bon, allez-y. D'accord. Je voulais juste peut-être ajouter une chose quand même par rapport aux exposés très intéressants qui ont été faits ce matin. Nous, à l'Institut, on avait, à l'échelle de l'Île-de-France, produit un baromètre en 2022 avec une extension sur justement, concernant justement l'attitude des jeunes vis-à-vis des questions relatives de manière générale au changement climatique, on va dire, mais qui comprenait également des questions sur l'alimentation. Et sur ce volet, comme sur les autres d'ailleurs, on avait quand même constaté qu'il y avait un frein économique très important pour ce qui était de l'alimentation durable, on va dire, à la fois proche et de qualité, on va dire. C'était le frein économique donc qui ressortait très fortement. Je ne sais pas si dans vos enquêtes, c'est des choses que vous constatez aussi au RESES et à l'OVE. Nous, sur la consultation nationale étudiante, sur la dernière édition en 2023, le principal frein, justement, en lien avec l'alimentation durable, c'est effectivement la partie budget et prix. Donc, on est sur les mêmes conclusions côté RESES. Ok. Pas d'autres questions ni en distanciel, ni en présentiel. On reprendra des questions après donc une deuxième série d'interventions. Et donc, on va passer la parole à Dominique Francon, du CNUS, conseiller en charge des questions alimentaires. Pour l'expérience d'un opérateur majeur, vous avez été abondamment cité dans les états des lieux qui ont été présentés. Voilà, comment vous percevez cette question de l'alimentation étudiante et comment surtout comme opérateur vous évoluez avec l'évolution des enjeux alimentaires et de l'impact alimentaire aussi dans les politiques de transition et avec l'évolution des attentes des étudiants et des attentes des collectivités et comment aussi le rapport avec les territoires est pour vous un levier ou en tout cas un sujet. Merci tout d'abord pour l'invitation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. François Rio disait dans ses propos de présentation que toutes les actions du CROUS n'étaient pas connues. Donc je vais juste en rappeler quelques-unes en lien avec l'alimentation. Je vous rassure, je ne vais pas décliner
tous les métiers qui sont les métiers du réseau des œuvres en vous donnant quelques chiffres clés. Le deuxième point que je souhaiterais aborder, c'est l'évolution finalement assez rapide qu'on a pu connaître avant Covid, post-Covid. Le Covid nous semble déjà une histoire lointaine, mais ça a modifié d'une manière particulièrement sensible les habitudes des étudiants, en tout cas telles qu'on est en mesure de les constater. Et peut-être le troisième point de mon intervention concernera nos enjeux de court terme, enjeux de moyen terme, bien évidemment en lien avec le thème d'aujourd'hui. Quelques chiffres clés de la restauration universitaire, c'est à peu près 950 points de vente sur le territoire, y compris, puisque nous avons des collègues ultramarins, y compris Réunion, Mayotte, Antilles, Guyane. Ce sont des structures qui sont gérées. Nous avons une deuxième typologie de structures qui sont beaucoup moins connues, donc j'en parle, qui sont des structures dites agréées. Le Crous signe un contrat avec un acteur qui n'est un restaurateur de collectivité qui s'engage à accueillir des étudiants en contrepartie. Le Crous verse son obol, si je puis dire, de manière à ce que des tarifs sociaux soient pratiqués. J'aurai l'occasion d'y revenir dans les enjeux que François Rio a rappelés, qui s'appelle la loi dite Lévy. On représente à peu près 180 000 places. Et quand on parle de repas, alors là je suis beaucoup plus gêné, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis beaucoup plus gêné pour répondre à la question que vous n'avez pas posée, mais qui pourrait être posée. On ne sait pas ce que c'est qu'un repas. On sait ce que c'est qu'un repas quand c'est un plateau avec une entrée, un plat, un dessert, c'est bon, c'est compté. Cela, c'est 40 millions de repas, c'est pas très compliqué, données 2023, 55% de repas à 1 euro, donc destinés aux étudiants les plus précaires, qu'ils soient boursiers ou non boursiers en situation de précarité, et donc 45% des repas à 3,30 €. Ça, c'est un segment d'activité. Le deuxième segment de l'activité, dans notre jargon, on l'appelle restauration rapide, et c'est pas forcément de la restauration rapide. C'est en fait un repas qui peut être emporté par l'étudiant. Il peut le consommer sur place, mais il peut le consommer ailleurs. Donc là, la définition d'un repas devient beaucoup plus floue, parce que quand je prends une salade, un sandwich et une bouteille d'eau, est-ce que c'est un repas, pas un repas? Nous, on n'a jamais su trancher, donc on n'appelle pas ça un repas, on appelle ça un passage, qui génère un ticket de caisse. Et ce nombre de tickets de caisse, il n'est pas tout à fait négligeable, puisque c'est un peu plus de 30 millions par an. Donc c'est pas anecdotique si je le ramène aux 40 millions de repas dits sociaux ou hyper sociaux. Autre élément dont on parle peu, mais donc j'en profite, c'est qu'on est aussi restaurateur d'administration. L'enseignement supérieur de la recherche principalement, accessoirement d'autres. C'est grosso modo 6 millions de repas par an pour un volume d'affaires qui tourne aux alentours de 40 millions d'euros. Et on a une troisième activité qui est plus marginale et qui est historique, c'est une activité événementielle traiteur qui pèse une douzaine de millions d'euros par an. Donc voilà, brièvement brossé le panorama de nos activités, en lien avec l'alimentation, et pour répondre à ce qui a été dit, notamment l'intervention de Ferrès, on peut avoir aussi des interventions directes. La restauration est une aide indirecte de l'État en direction du monde étudiant. Pourquoi ? Comme toute restauration collective à caractère social, le convive paye un bout du prix de revient, mais le gros du prix de revient est payé par quelqu'un d'autre. En l'occurrence, pour les étudiants, le delta est payé par l'État. Pour vous donner un grand chiffre, à peu près, et à prendre avec recul, mais c'est pas très loin de la vérité, l'étudiant paye 1 € ou 3,30 €, suivant boursier, non boursier, un repas coûte à peu près 8,50 €. Donc ça veut dire que par rapport au repas historique à 3,30 €, dont le tarif n'a pas bougé depuis des années, il y a 5 € qu'il faut trouver ailleurs pour que les Crous, qui sont des établissements publics administratifs, présentent des budgets équilibrés. Donc ça, c'est la participation dite indirecte de l'État. Il peut y avoir dans le champ de l'alimentation aussi l'aide dite directe, au même titre que les bourses. Ce sont les aides d'urgence, qui peuvent être annuelles ou ponctuelles. C'est des étudiants en difficulté suite à entretien social à qui on donne de l'argent, sonnant et trébuchant. Ou bien on donne de l'aide alimentaire d'un système de paiement qui s'appelle Easly, c'est-à-dire qu'on charge la carte pour le compte de l'étudiant. On cible donc très clairement une aide directe sur la restauration. C'est du crédit gratuit, pour faire simple. Donc on est en marge de la restauration, mais ça contribue par rapport à ce qu'évoquait Ferrès, des difficultés, on voit bien les catégories les plus à cibler, on essaye de répondre à ces problématiques-là. Maintenant, les évolutions constatées, majeures, je ne vais pas toutes les citer, depuis le Covid.
Donc pour nous, 18-19, c'est l'année de référence finalement, puisque c'est la dernière année normale avant Covid. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Depuis maintenant 3 ans, c'est déjà une hausse extrêmement forte de l'activité, telle qu'on ne l'avait jamais connue. C'est de la croissance chaque année à 2 chiffres. Et à chaque rentrée, pour être tout à fait honnête, on se dit, est-ce que le système ne va pas exploser? Donc le constat, c'est qu'il y a quand même une certaine élasticité. Est-ce qu'on est au bout de l'élastique? Je n'en sais rien. Hein. L'avenir nous le dira. J'espère qu'on n'arrivera pas au bout de l'élastique parce que ça peut être violent. Hein. Très forte hausse d'activité. Première donnée. Deuxième hausse, je parlais tout à l'heure de restauration dite assise et dite rapide. Une inversion notable des courbes. Historiquement, donc avant Covid, on constatait chaque année une hausse de la part de marché, entre guillemets, de la restauration rapide au détriment de la restauration assise. Autrement dit, pour simplifier en langage très trivial, les cafétérias siphonnaient les rues. Très net. Le phénomène s'est complètement inversé. Pour citer 2 chiffres, on était à peu près à 50-55% de restauration rapide. Donc pour faire simple, moitié-moitié. Et là, on n'est plus qu'à 40, voire en dessous de restauration rapide. Données 2023, et j'ai tendance à croire, mais 2024 n'est pas fini par définition, que cette tendance se poursuit. Donc ça, c'est le premier élément marquant, me semble-t-il. Hausse activité, évolution des courbes, inversion des courbes. Le troisième, on est plus dans des problématiques de choix d'offres alimentaires, c'est l'explosion de la consommation des plats végétariens. Aujourd'hui, on est, mesure d'octobre, à 25-26%, sachant que nos enquêtes déclaratives annuelles nous disent 14 ou 15% des étudiants se déclarent végétariens. Végétariens en dur, ça veut dire que c'est végétarien, exclusivement végétarien et non pas flexitarien. Donc on surperforme finalement les attentes, si je puis dire, puisqu'on est quasiment au double. Dans le cadre de notre politique de transition écologique votée au CA l'an dernier, en 23, on s'est donné comme objectif en 27 d'être à 30% de plats végétariens et en 2030 à 50%. Si on continue, surtout si les convives continuent sur cette voie, je serais tenté de dire que l'objectif qui pouvait apparaître extrêmement ambitieux, voire déraisonnable, finalement sera atteint, et déjà 3-4 CROUS sont à 50% ou légèrement au-dessus. Donc l'objectif extrêmement ambitieux n'est pas inatteignable. Voilà, je dirais sur les éléments qui ont évolué. Il y a des éléments qui n'ont pas évolué, au contraire. Madame, vous citiez la problématique de la pause méridienne. 2 aspects. Première critique des étudiants vis-à-vis de la restauration universitaire, c'est le temps d'attente. 50% des attentes, 50% des critiques, pardonnez-moi, c'est le temps d'attente. Et quand on regarde, grâce à nos enquêtes annuelles, on demande les emplois du temps aux étudiants. Vous avez combien de temps pour déjeuner? Pour faire simple, un chiffre qui est quand même particulièrement éloquent, c'est qu'il n'y a que 20% des étudiants qui ont plus d'1 heure. Et une dizaine de pourcents qui ont moins de 15 minutes. Donc 15 minutes, on ne connaît pas de système de restauration qui est capable de servir en 15 minutes. C'est aussi, quand on évoque la rivalité, entre guillemets, ou l'antagonisme entre restauration assise et restauration rapide, c'est aussi une forme de réponse. Parce qu'un rue, s'il n'y a qu'une zone de chalandise où les étudiants ont 15 minutes pour manger, on construit un rue pour rien. Il n'y aura jamais personne dedans, parce que le temps ne le permet pas. Donc le véritable enjeu, et ça fait peut-être le lien avec la partie enjeu pour nous, c'est de travailler sur l'accessibilité de l'offre. Il y a deux problématiques. Il y a la couverture géographique, et c'est l'objet de la loi Lévy, en disant il y a des étudiants qui n'ont pas assez des structures de restauration, parce qu'il n'y a pas de structure de restauration. C'est une réalité. On a travaillé en 2023, en lien avec le ministère, 2024, pardonnez-moi, et le ministère, à une véritable cartographie de nos implantations, donc restaurants gérés, les fameux 950 points de vente, nos restaurants agréés, 200 grosso modo, et on a croisé avec les implantations physiques des étudiants. Et après, on a fait une zone de chalandise, une vingtaine de minutes, peu importe, c'est un détail, et il apparaît, ça saute aux yeux, c'est qu'il y a des zones dites blanches. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants, mais il n'y a rien pour manger. Donc 2 types de réponses. La première réponse, c'est développer l'offre, qu'elle soit en gestion directe ou par le biais des agréments, notamment sur les plus gros sites, c'est-à-dire qu'on a des sites qui sont en zone blanche où il y a plus de 1000 étudiants, voire même bien plus. C'est notamment les franciliens qui sont concernés
contrairement à ce que les sénateurs avec qui on a beaucoup discuté, eux, visaient les zones blanches rurales, soyons clairs. La réalité, c'est que les zones blanches rurales sont un faux sujet. Donc ça ne fait pas plaisir aux sénateurs, mais maintenant la loi est votée. Donc c'est comme ça. La problématique, elle est francilienne, avec un réseau en étoile de transport en commun qui fait qu'il faut passer par Châtelet pour faire 5 km dans la banlieue nord de Paris. Je caricature, mais à peine. Donc ça, c'est la première réponse, c'est des structures qu'on gère ou qu'on agrée. La deuxième réponse, vous l'avez citée, c'est la fameuse carte prépayée qui n'est ni plus ni moins qu'un ticket resto qu'on trouve en entreprise dématérialisé. C'est ça, en fait. Alors avec un usage qui va être bien évidemment encadré, le but, c'est pas d'utiliser l'argent qui est sur cette carte pour faire autre chose que s'acheter à manger, sachant que il n'y a aucun système parfait, donc on sait très bien qu'il y aura des problématiques sur la marge. Mais le deuxième sujet, c'est l'accessibilité à nos structures. Parce qu'on a beau avoir une structure, si la structure est saturée, de fait, elle devient inaccessible. Et on rebondit donc sur le sujet de la pause méridienne. Nos restos-U, si vous voulez, pour donner une image, c'est de la restauration de stations de ski. Ça fonctionne 6 mois par an, c'est plein, et les 6 autres mois, c'est vide. C'est on-off. Moi qui suis au Savoyard, je sais à peu près de quoi je parle en termes de stations de ski, vous imaginez bien, je pense que les restaurateurs de Haute-Savoie travaillent plus longtemps dans l'année que ne travaillent les restos-U. Donc le véritable enjeu, il est là, en fait. C'est on gère, je vais prendre une image qui est assez marrante, c'est on gère les péages de l'autoroute A7 le week-end du 31 juillet au 1er août. Donc, ça ne sera jamais assez grand, il n'y aura jamais assez de caisses, mais on ne sait pas gérer le flux entrant qui ne dépend pas de nous. Le flux entrant, il dépend des emplois du temps, et quand vous ouvrez d'un seul coup un amphi d'affamés aux alentours de 12h30, eh bien, il sature le système. Voilà, c'est mécanique, et personne ne saura faire mieux, c'est pas possible. La réponse serait de surdimensionner toutes les structures, ce qui serait quelque part un non-sens économique, tout simplement parce qu'elles ne servent que 6 mois de l'année. Donc voilà, c'est une constante douloureuse, c'est pour ça que je m'attarde un peu dessus, mais y compris en optimisation des fonds publics, soyons clairs. Quels sont nos enjeux? Donc on l'a vu, c'est la mise en œuvre de la loi Lévy, qui, mine de rien, est un sujet assez compliqué techniquement parlant, qui nécessite juste que la France ait un budget assez rapidement pour 2025. Je ferme la parenthèse. L'autre enjeu en lien avec l'alimentation et surtout avec les problématiques de développement durable, c'est la loi AGEC et climat et résilience, qui dit quoi, pour simplifier? Elle dit plein de choses, mais elle dit sur le sujet des contenants réutilisables, qu'on appelle des barquettes ou des bols, enfin peu importe, vous voyez le type de produit dont il s'agit. Il s'agit de s'en débarrasser, parce que l'immense majorité sont dans du plastique. Ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Et là, on bute sur des sujets purement techniques. En fait, c'est bien beau de dire on supprime le plastique, mais on le remplace par quoi? Et si on le remplace donc par du réutilisable, ça veut dire de la gestion de consignes, ça veut dire du lavage, du relavage, des impacts sur les RH, des impacts financiers, des impacts sur les mètres carrés. Donc on expérimente sur 5 ou 6 CROUS différentes solutions. Autant le dire tout de suite, c'est on n'arrivera pas à la solution miracle. C'est quoi qu'on fasse, ça ne sera pas génial, ça va coûter de l'argent. La conclusion, elle est connue avant même qu'on ait fini les expérimentations. Et quand je dis que ça va coûter de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est un enjeu majeur pour nous. L'autre enjeu, en lien avec ce qui vient d'être dit, et c'est un des axes forts de notre transition écologique, c'est continuer sur la végétalisation des repas. On a commencé à travailler, et historiquement, on avait déjà travaillé avec nos collègues de l'INRAE, donc dans une démarche plus scientifique que peut être celle d'un opérateur où les scientifiques sont peu nombreux, sur y a-t-il une corrélation entre l'offre et le taux de prise de VG? En clair, nous, on fait une offre VG dans toutes nos structures tous les jours. Si on en met 2, est-ce que ça augmente le taux de prise? Si on en met 3, est-ce que ça augmente le taux de prise? Est-ce qu'il y a une asymptote? Si j'en propose 10, est-ce que ça sert à quelque chose? En clair. Derrière, et ça fait le lien aussi avec ce que vous disiez, madame, quels sont les leviers et les freins pour améliorer ce taux de prise? On a déjà identifié avec les collègues de l'INRAE sur des expériences de longue haleine avec des thésards qui ont travaillé 3 ans sur le sujet, que le principal frein, il était double. Il était côté équipe Crous, une culture du repas autour de la viande.
mais ce qui est lié à la pyramide des âges, en fait. Nos chefs de cuisine, grosso modo, ils ont mon âge. Ils ont la soixantaine. Bon, moi, je ne suis pas du tout cuisinier. Mais ils ont appris à cuisiner autour de la viande. Donc, pas de viande, mais il faut bien nourrir les étudiants. Vous voyez, c'est un peu ça, le dilemme. Donc, premier levier, c'est former nos équipes. Là, dans le cadre du Fonds vert de l'État, on a des financements pour, mais au-delà des financements qui ne sont pas le fond du sujet, c'est un changement culturel. Un changement culturel, c'est plus compliqué que de trouver de l'argent, finalement. Ça, c'est le premier point. Et en direction des étudiants, les premiers éléments qui apparaissent d'après les études de l'INRAE, c'est la méconnaissance. Méconnaissance double. Méconnaissance en termes de santé publique, de l'impact de ce que je mange sur ma santé, non pas immédiate, sur ma santé future. Là, on voit qu'il y a, suivant l'origine socio-culturelle des étudiants, des différences extrêmement importantes. On n'est pas tous égaux. Et deuxième élément, c'est l'impact de ce que je mange sur la planète, pour faire simple. Donc, on fait déjà au niveau des CROUS pas mal de choses sur la formation des étudiants, en ciblant préférentiellement, il faut bien le dire, nos résidents. C'est un truc très basique, mais on est passé d'une culture rurale à une culture urbaine. C'est ça, c'est la France, c'est l'évolution démographique de la France. Donc, le cuisiner disparaît au profit de « j'achète du cuisiner », avec un certain nombre de trucs dedans qui commencent par eux, qui ne sont pas toujours très bons, hein, voire même franchement mauvais. Donc nous, la problématique, ou en tout cas l'enjeu, c'est de dire, si vous cuisinez, ça vous coûtera moins cher. Et deux, cuisiner avec les moyens du bord. Ce que j'appelle les moyens du bord, c'est on ne va pas mettre une cuisine professionnelle à disposition, parce que ça serait complètement être coupé de la réalité. Donc c'est, pour faire simple, une plaque électrique, un micro-ondes. Et il y a même un préambule, c'est quand je fais mes courses avec une liste, si je veux gérer un budget. Si je veux gérer un budget, je fais un menu, je fais une liste de courses, et derrière je stocke. Juste pour l'anecdote, il n'est pas rare de trouver des steaks hachés au-dessus du frigo et la boîte de conserve dans le frigo. Je ne plaisante pas. Donc quand je dis la coupure générationnelle avec finalement la terre et ce à quoi sert la terre en termes alimentaires, elle est bien réelle. Et je renvoie, moi, qui suis plutôt ancien dans ces métiers-là, sur les débats préliminaires à Egalim, la fameuse loi Egalim. Il y a eu un dispositif créé par l'État qui s'appelait les États généraux de l'alimentation, qui ont duré 2 ans et demi, si je me souviens bien, avec je ne sais combien de thématiques, de groupes de travail. L'idée forte, elle était de dire, il faut faire une éducation dès le plus jeune âge, en fait. Donc, peut-être pas maternelle, mais très vite, dire, ça pousse sur la terre, ça pousse sur un arbre, etc., etc. Apprendre à utiliser ces produits parce que la culture a disparu, en particulier dans les grandes villes, et apprendre à maîtriser un budget. Inutile de dire, ce que je vais dire n'est pas très, comment dirais-je, policé, que dès qu'on a voulu toucher à la publicité des grands acteurs de l'alimentaire, tout le monde était d'accord. Je ne sais pas, on voit toujours des publicités, me semble-t-il. Je ne suis pas très télé, hein. Je n'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé sur les gros donneurs d'ordre en termes de pub. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, pour nous, c'est véritablement un enjeu qui dépasse notre petit rôle de restaurateur. C'est vraiment l'enjeu planète, d'une part, et l'enjeu santé publique. Juste un chiffre, hein, le coût de la malbouffe, puisque c'est l'expression employée par le ministère de la Santé, c'est à peu près 80-90 milliards d'euros. Donc, là, on est en train de parler, de dire qu'il faudrait mettre 50 centimes de plus dans l'assiette. Vous voyez la disproportion entre ces deux chiffres. C'est là où est le levier. Et c'est là où les étudiants sont la cible privilégiée. Pourquoi ? Parce que, par définition, quelqu'un qui fait des études supérieures, c'est l'élite de la France de demain. Donc, potentiellement, c'est les décideurs de demain. Donc, la sensibilisation dès le plus jeune âge et des populations qui s'y prêtent le plus, c'est le levier d'action pour demain, soyons très clairs. Le dernier point que je voulais signaler en termes d'enjeux, et la boucle sera bouclée, vous allez voir, c'était, par rapport à ce que disait François Rio, ce que vous faites est finalement pas très connu, j'en ai bien conscience. Et on le voit à travers nos enquêtes, quand on demande aux étudiants, est-ce que vous savez qu'il y a des cuisiniers, parce que vous voyez les gens au service et les gens à la caisse, vous ne voyez pas le back-office derrière. Il y a quand même 1 sur 2 qui nous dit, mais ça vient de quelle cuisine centrale ?
Non, en réalité, non. Il y a des gens, il y a 7000 agents qui travaillent pour nous. Ça ne vient pas d'une cuisine centrale. Des fois, oui, pour tout ou partie du repas, mais c'est nous qui l'exploitons. Et c'est à la fois un message de valorisation en direction des équipes et en direction des convives. C'est de dire, on a des vraies équipes de cuisine. Les patates, elles ne s'épluchent pas toutes seules, et puis tout un tas de trucs comme ça, je ne vais pas développer. Mais c'est pour nous une politique. Juste 2 mots sur les achats, puis c'est l'autre volet de mon job. 85% de nos produits sont français, 50% de nos produits sont frais. Donc forcément, ça fait un peu plus de boulot, mais forcément, ça veut dire que dans nos cuisines, il y a du monde. C'est pas des robots et c'est pas la cuisine centrale de je sais pas qui nous livre depuis 500 km. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Peut-être juste un petit point qui va intéresser nos collègues étudiants. On est très actifs sur la démarche Mon Resto Responsable qui pour nous réunit un peu tous ces items. C'est une approche vraiment à 360 degrés qui porte bien son nom, donc pilotée par la Fondation Nature et L'Homme et Restoco. On doit être aujourd'hui, je regarde Emmanuel parce que j'ai oublié le chiffre, mais à 2/3 de restos certifiés, à peu près, à la louche, et qui a un avantage énorme, c'est que c'est aussi un outil de management, d'auto-évaluation et de progrès. C'est normatif, mais pas complètement normatif, et qui aborde le sujet par l'ensemble des angles possibles. Les appros, donc ce qu'on fait à manger, en clair, les modes de production, le bâti, la consommation d'énergie, la consommation d'eau, le gaspillage, etc., etc. Donc c'est ce qui est intéressant dans cette démarche. Et elle est d'auto-évaluation, c'est-à-dire c'est l'équipe qui elle-même se crée ses objectifs à partir d'un diag, d'un audit, en disant là je suis bon, je suis pas bon, etc., c'est la vie, et qui crée ses axes des progrès. Et on refait la photo et l'auto-éval ou l'éval externe de temps en temps, à intervalles réguliers pour voir quels sont les progrès et les points sur lesquels on a moins progressé, voire pas du tout. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport au... Merci pour cette intervention très complète qui ouvre déjà pas mal de pistes dans les relations entre ville et peut-être on va enchaîner avec une dernière intervention avant de rouvrir le débat avec l'association Copain, donc à la fois Léo Leroux et Joséphine Renaud-Heller, vous organiserez pour vos interventions. On est dans une zone blanche à Sceaux, je crois. Enfin, il n'y a pas de restaurant universitaire. Si. Alors, pardon. Donc, il y a une offre de restauration sur l'île, c'est ça? Jean Monnet. Bon, pardon. Donc, j'ai de mes connaissances, effectivement, de la situation CN. On a parlé de capacitation étudiante, on a parlé de l'évolution des attentes, des pratiques, du VG. Voilà. Donc, votre témoignage et vos actions. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Joséphine Renaud-Heller, je suis étudiante mais aussi et surtout aujourd'hui co-directrice de l'association de l'antenne de Copinceau qui est juste à côté de la mairie que certains d'entre vous ont peut-être vu en venant. Voilà. Donc Copinceau est établi depuis un peu moins d'1 an maintenant, ça fera 1 an en janvier. Donc le but de notre association à l'échelle nationale et donc de lutter contre la précarité alimentaire. Donc c'est une association qui est faite par et pour les étudiants et étudiantes. Et donc à Sceaux, on a ce qu'on appelle une épicerie solidaire. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais contrairement à ce qui existe déjà, il n'y a pas de financement de la part des étudiants à fournir. C'est-à-dire que c'est 100% gratuit. Les étudiants s'inscrivent via nos réseaux sociaux, ils ont un lien ou un QR code, ils s'inscrivent et donc toutes les semaines ils viennent récupérer un panier de courses, donc composé un panier le plus équilibré possible, avec donc des féculents, avec des conserves, donc ça peut être des petits pois, des haricots, ce genre de choses, des légumes, avec des paniers de fruits et légumes, je reviendrai dessus dans un instant, des produits d'hygiène, notamment de protection hygiénique, parce qu'on sait que c'est un vrai coût et que la précarité menstruelle est un vrai sujet depuis maintenant quelques années. Et je suis ravie de pouvoir lutter contre cette problématique-là, puisqu'en tant que femme, je ne sais que trop bien ce que ça représente, ce que ça peut représenter. Donc voilà. On a, grâce à la mairie de Sceaux, mis en place un partenariat avec les potagers de Marcoussis. Donc c'est un potager qui nous fournit en fruits et légumes, en panier de fruits et légumes, toutes les semaines depuis un peu plus d'1 an maintenant. C'est un partenariat qu'on a réussi à mettre en place, notamment grâce à la mairie de Sceaux, puisque c'est eux qui nous fournissent les fonds pour permettre de fournir derrière aux bénéficiaires
ce genre de panier. Donc toutes les semaines, on propose un panier plus ou moins varié avec des fruits et légumes de saison. Donc c'est bio, c'est en circuit court. Donc on est sûr de la qualité des produits. Et donc ça permet aux étudiants de manger des légumes de manière gratuitement, parce qu'on sait que, pareil, ça représente un certain coût, un coût relativement important. Et c'est des légumes ou des fruits que parfois on ne penserait pas acheter parce que justement, ça coûte trop cher et que ça représente un vrai budget, comme ont pu en faire part les intervenants précédents. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter ? Peut-être un mot aussi sur l'accompagnement plus large que... Ouais, sur l'accompagnement de copains. Donc ça, c'était surtout donc, pour la partie alimentaire de Copain, mais il faut savoir que Copain est une association qui est présente à l'échelle nationale. Donc on a plusieurs antennes à Paris, mais on a des antennes en Bretagne, dans le sud de la France, notamment dans les DOM-COM. Mais je pense que là, tu reviendras peut-être un peu dessus. Et en fait, il faut savoir que notre association a été créée à la sortie du confinement et que l'un des gros problèmes, autre que la précarité étudiante à l'échelle alimentaire, c'est au niveau social. C'est-à-dire que les étudiants ont passé plusieurs mois enfermés seuls, pour pas mal d'entre eux, dans un 18 mètres carrés, dans un logement Crous notamment. Et je pense qu'on devient vite dingue à parler à personne d'autre, à être enfermé dans 18 mètres carrés. Et donc, le but de Copain, c'est de proposer un accompagnement social. Donc, les bénévoles sont là pour discuter de sujets plus ou moins importants, si on veut juste communiquer sur la vie de tous les jours, sur les partiels qui sont un peu compliqués. C'est aussi pour ça que Copain est là. Mais c'est également pour préparer aux entretiens. Alors, Asso, on n'a pas encore mis en place ce genre d'accompagnement-là, mais par exemple à Paris, certains bénévoles, il y a un pôle dédié à l'accompagnement professionnel, préparé pour les entretiens, la relecture de CV, de l'aide de motivation, faire des entretiens blancs pour préparer les entretiens pour avoir un poste. Il y a également des activités qui sont proposées. On commence un petit peu à mettre ça en place, tant Asso, mais c'est déjà mis en place à Paris, des activités culturelles. Donc certains partenaires, donc tant la communauté, les collectivités, que des entreprises ou des associations nous permettent de proposer des activités diverses et variées aux bénévoles. Donc ça peut aller d'une sortie à l'opéra ou aller assister à un match de foot, un match de rugby, ce genre de choses. Et ça permet non seulement de créer des liens sociaux, donc on est toujours dans cette démarche d'accompagner les étudiants à rencontrer du monde et à ne pas rester seul pour ceux dont c'est le cas, mais c'est également une façon de s'ouvrir et de voir que on peut, en tant qu'étudiant, malgré un budget parfois très serré, profiter d'activités d'activités culturelles très intéressantes et sympathiques, malgré un budget très restreint. Voilà. Et je laisse la parole à Léo, du coup. Merci. Merci. Merci à toutes et tous. C'est aussi juste pour aussi mettre en valeur le fait que c'est pas tous les jours qu'on puisse intervenir sur ces sujets-là. Et pour nous, c'est essentiel. Donc, merci aussi de nous donner cette possibilité-là. On est ravis que les acteurs aussi publics puissent prendre part aux enjeux autour de l'alimentation chez les étudiants. Et aussi, du coup, merci aux autres intervenants. C'était vraiment très éclairant. J'aurais envie de rebondir sur plein de points. Peut-être qu'on aura le temps plus tard. On verra. Super. Peut-être aussi rapidement pour donner un éclairage sur l'alimentaire chez Copain. On est né comme une association un peu lambda d'aide alimentaire. Dans le sens où nos premières sources d'approvisionnement, ça va être la banque alimentaire, ça va être les collectes, les grandes et moyennes surfaces. Aujourd'hui, on a pris aussi le pari de faire évoluer ça de manière majeure. Aujourd'hui, tous nos fruits et légumes en région Île-de-France sont issus de l'agriculture biologique et sont franciliens. On fait la même démarche sur nos produits secs, peu à peu on y vient. Et ça, on peut le faire notamment grâce au concours de nombreux acteurs publics, les collectivités, la mairie de Sceaux en fait partie, l'État aussi, à travers des fonds comme le fonds Mieux manger pour tous, qui ont été développés récemment.
Et puis évidemment par aussi d'autres partenariats, et notamment le CNUS et les CROUS, avec qui on travaille aussi également sur ces questions-là. Pas plus tard que la semaine dernière, on a ouvert notre 23e antenne en France, qui est à Cachan maintenant, en partenariat avec le CROUS de Créteil, que je salue indirectement à travers vous. Donc ça, c'est vraiment un combat qui est très important pour nous. Comment est-ce qu'on va demain pouvoir allier les enjeux de solidarité avec les enjeux d'alimentation durable? La question, elle est majeure, et les accueille aussi dans le sens où le coût est aujourd'hui si important qu'on ne peut pas encore 100% y arriver, et notamment sur les produits transformés. Mais on y travaille, et on est déjà ravis d'être arrivé à 100% sur les produits frais qu'on peut proposer, et notamment en fruits et légumes. L'autre enjeu, c'est comme ça a pu être dit par Ferès, oui, les étudiants étrangers sont les plus précaires en France, parce que disposant de moins de soutien familial très souvent, mais également parce que n'étant pas forcément ciblés par les aides de l'État. Outre les problématiques qui est que quand on est en étudiant étranger, que peut-être qu'on maîtrise mal la langue qui plus est, ou qu'on ne se sent pas forcément à sa place, se rendre à destination de travailleurs sociaux est encore plus compliqué. Donc toutes ces raisons font que chez nous, chez Copain, 2/3 des étudiants qu'on aide sont étrangers. Ce qui, par rapport aussi à l'alimentation, pose d'autres questions. Concrètement, est-ce que l'alimentation de demain, c'est une alimentation qui est meilleure pour la santé locale, mais quid du respect des cultures de chacun et chacune? Et ça, c'est un gros sujet aussi. Curieux de savoir comment c'est pris en charge ou pas par le CNUS aussi. Personnellement, j'ai pas forcément la réponse. Nous-mêmes, on fait pas du tout. On n'est pas encore assez ambitieux sur ces sujets-là. Mais voilà, c'est des questions qui montent, parce qu'on peut créer une certaine espèce de violence alimentaire par une assimilation un peu forcée, en disant bah voilà, tu sais pas ce qu'est un poireau, bah tiens, t'auras des poireaux et puis du topinambour. Alors t'inquiète, hein, il est bio, local, mais si tu sais pas ce que c'est, ça va pas forcément t'aider. C'est aussi pour ça que, et là ça fait le lien avec d'autres sujets qui ont été abordés, on a mis en place depuis environ 1 an et demi un programme qui s'appelle Festin, comme Copain, avec toujours le petit 1 qui reste. Le projet, c'est, on propose à des jeunes, bénéficiaires et bénévoles, mais en fait des jeunes, qu'importe, de cuisiner ensemble dans des cuisines partagées. On va avoir, par exemple, le projet est mis en place à Césure, donc qui est un tiers-lieu à Paris, qui est l'ancienne fac de Paris 3. On a ouvert notre propre cantine solidaire aussi dans le 14e arrondissement de Paris, donc, et dans laquelle les lundis soirs sont réservés à ces programmes-là. Et à Sceaux, on va pouvoir le mettre en place dans les mois à venir grâce au nouveau local, encore une fois, prêté par la mairie de Sceaux, donc merci encore, qui dispose d'une cuisine. Donc on va pouvoir vraiment allier cette envie de faire mieux avec des produits de bonne qualité, avec une prise en charge un peu plus globale au niveau culinaire, tout en essayant au maximum du coup de proposer aussi des plats qui permettent à certains étudiants de retrouver un peu de ce chez eux qui peut paraître parfois bien lointain, surtout en ces périodes d'hiver. Donc ça, ce sont vraiment des axes majeurs qu'on essaye de développer, bonne alimentation et accompagnement là-dessus. Je le répète, on est présent de manière complémentaire avec ce qui est déjà produit par les acteurs publics, et notamment par le CNUS et les CROUS. On n'est aucunement là pour remplacer, même au niveau de l'action sociale, on est là pour faire relais. Tout à l'heure, je crois que c'était Ferès qui parlait du manque de connaissances aussi de certains dispositifs qui peuvent exister. C'est aussi le sens de Copain. Pourquoi est-ce qu'on est particulièrement pertinent par rapport à d'autres acteurs historiques de l'aide alimentaire comme les Restos du Cœur? Parce que l'étudiant a moins de crainte à venir dans une asso faite par et pour lui. Et quand je dis par et pour lui, c'est qu'un tiers de nos bénévoles sont aussi bénéficiaires, ce qui est une grande force, je trouve aussi, en termes d'accès à la dignité. Être aidé et être aidant, je trouve que ça donne aussi beaucoup de sens à ce qu'on peut faire. Grâce à ce cadre de confiance-là, grâce à des codes communs que l'on maîtrise, on arrive à toucher un public qui est par essence très volatile, qui va venir une fois à un atelier et plus revenir. Là, on a plus de chances de pouvoir le capter, et en le captant,
on a plus de chances de pouvoir l'informer de tout ce qui existe déjà. Parce que moi, pour du coup travailler sur ce sujet depuis quelques temps maintenant, en fait, je me rends compte que l'offre en termes de dispositifs d'accès au droit, à la culture, au sport en France, elle est immense. Elle est juste pas connue. Et c'est tout le sens de Copain aussi. Peut-être, c'est un sujet qui me passionne, mais je m'arrête là. Mais peut-être juste un dernier mot par rapport à un sujet qui n'est pas du coup C1, mais qui est ultramarin. Pour faire écho à ce que disait Madame Quinault tout à l'heure, Copain est présent maintenant en Guadeloupe et en Martinique. On arrive à la Réunion bientôt. La situation, elle est dramatique là-bas. Nous c'est simple, hein, 100% de nos bénévoles, de nos bénéficiaires sont aussi bénévoles dans ces régions. Et quand on parle d'accès à l'alimentation durable, là-bas, nous, on n'y est pas du tout. C'est vraiment le seul endroit où clairement on n'avance pas. Les coûts sont si importants et l'offre est si réduite pour des raisons structurelles évidentes qu'on n'a pas les moyens de le faire pour l'instant. En tout cas, on y travaille et c'est un sujet qu'on n'oublie pas. Si on arrive à La Réunion d'ici quelques mois, c'est aussi pour ça, on en a bien conscience. Voilà, rapidement, je pourrais rebondir sur plein de points, mais peut-être parlons-en maintenant. Peut-être aussi, juste pour finir, sur des statistiques un peu plus globales, nous, on a aussi pas mal de stats sur nos propres étudiants, sur les étudiants qu'on va accompagner. On travaille pour ça avec l'IFOP, qui nous suit maintenant sur un rapport annuel qu'on fait depuis 2022. Et pour rejoindre un peu ce que disait aussi Joséphine, nous, on constate que la moitié des étudiants qu'on aide se disent être isolés. La moitié. C'est 30 points de plus que le français moyen. Donc c'est vraiment très important. Et l'autre sujet, c'est qu'on a 2/3 des étudiants qu'on aide qui ont peur de tomber dans une précarité structurelle. C'est-à-dire que certains viennent de manière plus ou moins régulière, mais la peur de ces étudiants-là, c'est que le jour où ils n'auront plus accès à l'aide alimentaire, le jour où il faudrait un peu essayer de vivre de ses propres ailes, c'est de ne pas réussir à s'intégrer et de voir ses conditions de vie encore diminuer. Là, je suis vraiment dans le subjectif, dans le ressenti. Mais je trouve que c'est vraiment important parce que le ressenti, ça dit aussi notre positionnement par rapport à l'avenir et aider de manière concrète aujourd'hui, c'est aussi rassurer pour assurer à ces jeunes-là de pouvoir avoir l'avenir le plus serein possible. Donc c'est aussi tout l'engagement de Copain à ce niveau-là. C'est aider aujourd'hui, mais aussi préparer demain et c'est ce dont parlait très bien Joséphine, et que je remercie pour son engagement constant pour Copain. Je rappelle juste que du coup, Copain, c'est maintenant 24 antennes. On ouvre aujourd'hui à Limoges. C'est 4000 étudiants bénévoles tous les ans et on est une petite dizaine de salariés à simplement soutenir une action qui est vraiment parée pour les étudiants et qui sont au cœur de la matrice et c'est tant mieux. Merci Léo, merci Joséphine. On va, avant d'arriver aux conclusions, on fera avec Jean-Philippe Alardi, prendre aussi d'autres questions, d'autres réactions. Monsieur 51. Oui, 58, responsable du service enseignement supérieur. J'ai ma collègue Siam qui est chargée de la vie étudiante qui avec nous. Alors merci parce que c'est hyper enrichissant, hyper intéressant tout ce que vous avez dit. Et moi je m'aperçois qu'il y a deux questions, c'est comment je mange, et la deuxième question c'est comment je mange mieux ensuite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'étudiant, la première question au-delà de se loger, c'est où je dors et où je mange. Et on s'est aperçu, notamment quand on a interrogé les élèves et les associations qui avaient une grosse difficulté de précarité alimentaire. Et pour essayer de les aider, on a fait une convention avec une association étudiante, Interazos, qui gère justement une épicerie solidaire. Et on fait des collectes alimentaires et de produits d'hygiène de première nécessité, notamment aussi pour les jeunes femmes, et on essaie de sensibiliser cela. Et comme on veut aller plus loin, on va essayer de travailler maintenant avec des entreprises, notamment RSE, qui vont nous accompagner grâce à cette convention et aider ces jeunes qui sont en difficulté. Et pour ne pas que répondre aux étudiants, parce qu'Agora est au sein de l'université, en fait il y a un conventionnement avec les autres associations des écoles privées du territoire. Donc il y a quelque chose qui se forme et qui se crée. Et je pense qu'il y a une vraie question en effet sur l'alimentation. Il y a une chose qui est rassurante, c'est que le malbouffe devient cher aujourd'hui pour les jeunes. C'est plus cher aujourd'hui, un jeune, c'est pas dépenser 12 à 15 euros dans un McDo
Quand on voit aujourd'hui comment on peut manger 12 à 15 euros, il mangera mieux. Donc il y a peut-être aussi une culture et en effet une éducation, une meilleure éducation à faire. Juste pour mettre un peu le pied dans le plat au monsieur Dominique Francon sur le Crous, j'ai entendu aussi des étudiants avec des côtés qualité disparates entre différents restaurants et que certains en fait ne vont pas dans certains restaurants Crous parce qu'ils ne trouvent pas la qualité qu'ils voulaient et donc d'autres restaurants sont bien meilleurs. J'ai entendu aussi ma fille qui l'a dit sur l'université Paris-Saclay, il y a des disparités entre la qualité et donc ils choisissent leur restaurant. Peut-être c'est pour ça qu'il y a aussi une accumulation et une attente. Et l'attente des restaurants Crous, oui, elle est connue, je vois bien quand je passe à côté. Il y a des queues qui parfois font 50 ou 100 mètres et les élèves mettent un temps interminable à aller manger. Ils se retrouvent avec un plat à manger en 10 minutes pour retourner rapidement au cours. D'autres? Oui, monsieur Derrière. Bonjour à tous, Amazon Bot de la région Île-de-France. J'avais trois questions, je vais essayer de le faire court. Déjà, pour l'OVE, je voulais juste savoir s'il y avait des éléments d'enquête qui mesuraient en fait la problématique de l'alimentation et de la restauration en lien avec les abandons d'études ou les abandons de formation. Parce que quand on interroge certains étudiants ou des organismes, ils nous disent que ça peut être aussi une cause d'abandon de formation. Deuxième question pour le Crous, parce qu'on travaille avec au niveau de la région, le Crous de Versailles, de Créteil et de Paris. Et ils nous ont parlé aussi d'autres solutions de restauration comme des distributeurs et également des menus en ligne. Et je voulais savoir si ce sont aussi des choses que vous souhaitez développer. Et une troisième interrogation, mais la plus générale, je me dis que aussi la question de la précarité alimentaire, elle peut aussi se poser par rapport au gaspillage qu'il peut y avoir dans la restauration ou des structures qui gèrent l'alimentation et la restauration. Est-ce qu'il n'y a pas des partenariats aussi à développer au niveau local à ce niveau-là? On va prendre toutes les questions et puis après je propose que les intervenants répondent. Monsieur? Oui, Yassine Alassé du Crous de Versailles, qui me permet de répondre en écho à ce que disait mon collègue Dominique Francon et aussi les différents intervenants. Et puis les deux collègues qui ont pris la parole, simplement sur la question d'abord effectivement des disparités qui peuvent exister entre restaurants universitaires. Je dirais que c'est un peu comme partout, ça dépend des chefs, ça dépend effectivement des équipes et on a des équipes qui travaillent d'une certaine manière dans un restaurant et d'autres manières dans un autre, mais c'est vrai qu'il y a l'envie et en tous les cas tout un tas de process qui sont mis en place par les équipes du Crous de Versailles pour faire qu'on ait un nivellement par le haut qualitatif des repas qui sont proposés dans nos restaurants universitaires et on peut voir que sensiblement depuis un certain nombre d'années la qualité est au rendez-vous, le fait maison est un parti pris et le développement de tout un tas de choses comme l'agriculture biologique, les circuits courts, cette démarche qu'on reste responsable dans laquelle le Crous de Versailles à l'image de ses homologues un peu partout sur le territoire national s'est engagé est aussi un gage de qualité sur tout un tas de plans. Sur un autre sujet, puisqu'on a parlé un petit peu de la loi dite Lévy, alors en regardant un petit peu tout à l'heure, je ne me souvenais plus du territoire d'élection du sénateur Lévy, le Sénat, la Chambre haute du Parlement, qui est par définition représentative des territoires et des collectivités territoriales, il est du Tarn-et-Garonne. Et effectivement, ce que disait Dominique Francon, c'est que cette loi avait été imaginée pour parler aux territoires ruraux, et on se rend compte que la pression sur nous, en Ile-de-France et pour le Crous de l'Académie de Versailles, puisqu'on est ici un peu dans le ressort géographique de cette académie-là, est très forte. Et qu'on a un challenge très important avec cette loi Lévy. Je tiens juste à dire quelque chose, les Crous en tant qu'établissement public administratif sont des opérateurs universels de services publics et qu'on doit s'adresser à tous les étudiants. 50% aujourd'hui des étudiants de l'Académie de Versailles sont dans des universités ou des établissements d'enseignement public. Mais l'autre moitié, qu'on arrive peut-être à moins cibler, en tous les cas auprès desquels on doit se mobiliser en tant qu'acteur universel du service public, ce sont les étudiants qui sont dans des établissements d'enseignement privé. Je prenais des chiffres, puisqu'aujourd'hui on a des choses qui se posent à nous de manière très forte et où ces établissements d'enseignement privé ont compris
qui était le Crous maintenant, quelles sont, je dirais, ses prérogatives et où ils agissent sur le territoire. Prenons la défense, vous connaissez un petit peu le sujet avec ces tours qui commencent à se vider par le télétravail, qui est devenu aujourd'hui une donne assez importante pour tout un tas d'entreprises. Eh bien, le campus de la défense, si je peux dire, et un peu prendre cette dénomination, c'est 35 000 étudiants. C'est une université, d'une certaine manière. Et il faut qu'on puisse trouver, nous, des ressources pour répondre aussi à ces étudiants qui sont en demande d'acteurs comme le Crous, qui puissent être un opérateur de vie étudiante, qui puisse répondre à ces demandes qui sont fortes. Bon, donc pour filer la métaphore de Dominique jusqu'au bout, avec cette loi Lévy, on était au péage de la A7 le 31 juillet et le 1er août. Maintenant, c'est un petit peu la gare de Lyon et l'aéroport d'Orly. Donc, il nous faut penser à agir sur le terrain et trouver aussi des moyens financiers et humains dans un contexte qui, vous le connaissez, est aussi difficile et pour lequel les Crous, même s'il y a un engagement très important, et maintenant je crois qu'avec la précarité étudiante qui est devenue vraiment une prise en compte par tout bord politique, enfin un fait qui est très marqué, très suivi. J'espère que les Crous pourront et continueront à œuvrer pour que ce service public qui est important, qui est une spécificité, je pense française, puisque les modèles, quand on regarde en Europe ou ailleurs, sont très différents, puissent agir pour l'ensemble des étudiants sur l'ensemble du territoire. Merci. Est-ce qu'il y a aussi en distanciel des questions? N'hésitez pas à questions-réactions, puis après je proposerai aux intervenants rapidement des réponses complémentaires ou des réactions, et puis on conclura. Est-ce que en visio, il n'y a pas de main levée, pas de questions rentrées, c'est le moment? Dans la salle encore, non? Moi, j'aurais une question à l'arrière. Vas-y, Léo. Du coup, pour le CNUS et pour les Crous, sur l'évolution de l'offre de restauration le soir. C'est une question qu'on n'a pas encore beaucoup abordée. Il me semble que, alors, je peux me tromper, mais il me semble que beaucoup de rues ne sont plus ouvertes le soir et l'été. Aujourd'hui, nous, on se rend compte qu'il y a aussi un enjeu majeur là-dessus. Alors, je sais qu'on peut prendre des repas à emporter, mais comme je le disais, il y a aussi cette composante sociale et vraiment de vie commune qui reste majeure et peut-être encore plus aujourd'hui post-Covid. Je me demandais dans quelle mesure est-ce que c'était du coup des enjeux qui étaient aussi abordés, pris en compte et quelle était la perspective pour l'avenir. Nous, je sais que de notre côté, on a ouvert une cantine qui est ouverte le soir. On ne prétend pas du tout faire comme le Crous, on est tout petit, évidemment, mais parce qu'on se rend compte que en fait, jusqu'à ce qu'on ferme, donc jusqu'à 23h, on a plein d'étudiants qui viennent juste pour avoir un lieu où aller et voir du monde. Donc quid de l'ouverture le soir. Merci Léo. Et du coup, vous posez la question que j'avais envie de poser aux trois intervenants et vous pourrez aussi effectivement encore réagir si vous le souhaitez. Outre quelques réponses qui n'ont pas été apportées, en conclusion, un mot de réaction globale et du coup un mot aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire dans le partenariat avec l'université de votre point de vue sur ces sujets. Léo a ouvert une piste, mais il y en a peut-être d'autres. Pérez, pour commencer. Oui, alors d'abord pour répondre à la question de l'abandon. Alors nous, côté OVE, non, mais tout simplement parce que c'est un petit peu une population qui disparaît et qu'il est difficile d'étudier. Et alors sans pouvoir être précis, parce que j'ai plus du tout les références en tête, par contre j'ai quand même souvenir de travaux qui montraient un lien entre l'alimentation et la réussite et qui a amélioré, alors je serais incapable de dire combien, enfin quel est l'effet comparé à d'autres éléments, mais en tout cas voilà, ça a manifestement quand même un effet. Et puis après, de manière générale, moi j'aurais tendance à faire une réponse très bateau. Enfin, dire le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et de ce point de vue-là,
C'est pour ça que je fais le lien immédiatement entre précarité et alimentation. Le premier niveau, c'est vraiment celui de pouvoir couvrir sur cet aspect-là. Ça paraît évident à tout le monde, puisque la question qu'on oublie en général, qui est derrière tout ça, c'est concrètement que vise-t-on quand on étudie? Réussir ses études. C'est l'objectif. Et quoi de mieux pour réussir ses études que déjà d'avoir le ventre plein. Ça c'est quand même un des éléments centraux. Et avec, à côté de ça, ensuite, la deuxième question, je ne la mets pas en dessous, qui est celle du bien manger, justement. Parce que, avoir le ventre plein, on est nombreux à l'avoir connu. Oui, avoir le ventre plein avec des pâtes, oui, ça permet de continuer à faire ses études. Mais c'est peut-être pas non plus la même chose que justement manger de qualité. Et donc trouver les réponses qui permettent, notamment par la variété. Mais j'ai l'impression que les choses vont dans ce sens-là. Donc, quand je me remémore, en 2 secondes, quand je me remémore, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, le Crous que j'ai connu moi il y a une vingtaine d'années, et notamment des pâtes surcuites à peu près partout, des choses comme ça qui étaient... aujourd'hui, ça n'a plus rien, ça n'a quand même plus rien à voir. Les choses ont quand même très nettement évolué. Merci. Naël ? Moi, je veux bien rebondir aussi sur une des questions côté région et qui fait le lien avec comment on travaille ensemble aussi entre différents acteurs et actrices, notamment sur le volet gaspillage alimentaire. C'est une question un peu plus générale. J'en ai parlé rapidement du guide qu'on a sorti cette année sur vers des campus circulaires et zéro déchet, le monde étudiant en action. Parmi les entretiens qu'on a eus pour ce guide-là, on a eu un long entretien avec Paris-Saclay, notamment le service gestion des déchets, qui nous expliquait donc ces différents membres associés du coup qui constituent Paris-Saclay, et sur le campus historique, il nous expliquait donc que le service zéro déchet travaillait avec une asso étudiante, et nous c'est ce qu'on prône aussi beaucoup au RESES, c'est la force en fait des assos étudiantes sur les campus qui travaillent différents sujets, des sujets de solidarité, des sujets de transition et aussi plus largement, qui sont un point de contact hyper important vis-à-vis des étudiants et étudiantes pour les mobiliser, pour les engager sur ces sujets-là. Et donc, eux travaillent avec une association qui s'appelle Clématis, qui travaille sur les enjeux de biodiversité, et ils ont monté un partenariat avec les Alchimistes, qui est une organisation du territoire qui travaille le sujet notamment des biodéchets. Et donc, sur tous les points de restauration universitaire sur le campus, du coup, c'est géré par les Alchimistes pour justement valoriser en fait ces biodéchets. Il y a beaucoup de jardins qui sont présents sur le campus, et donc c'est une matière organique après qui est réutilisée dans le cadre des jardins de l'université. Donc je trouve que cet aspect multipartie prenante, travailler ensemble, c'est hyper important. Nous on le voit aussi à travers les entretiens qu'on fait auprès d'établissements, auprès de collectivités, auprès d'assos étudiantes. Maintenant qu'on le dit et qu'on le sait, c'est comment on fait. C'est là où c'est peut-être pas toujours le plus évident. Il y a quelques pistes qui sont évoquées dans le guide, mais c'est aussi beaucoup pouvoir s'inspirer avec ce qui se fait ailleurs, pouvoir partager les expertises. On était la semaine dernière, il y avait le rassemblement aussi des alliances Agir Ensemble, et c'est le cadre aussi de pouvoir se rassembler entre différentes parties prenantes et d'évoquer ça. Donc voilà, c'est un peu une petite réponse sur le sujet du gaspillage alimentaire, mais qui fait le lien aussi à comment on travaille ensemble. Merci. Dominique, je vais donc répondre aux 2 questions qui ont été posées, que je n'ai pas oubliées. Je ne vais pas les éviter. Donc pour répondre à la première de personne qui représente la région Île-de-France, les solutions casier connectées, les solutions click and collect et les solutions distribution automatique, qui n'est pas le distributeur basique que tout le monde connaît, où j'appuie pour savoir quel type de café je veux. Oui, c'est des solutions qu'on développe. Aujourd'hui, le retour sur l'expérience, c'est pas suffisant pour dire on va implanter ça partout où ça nécessite de l'être. C'est en tout cas une réponse sur les micro-sites où on a 50 étudiants qu'on couvrira jamais, en fait. C'est une alternative ou un complément à la loi Lévy. C'est mieux que rien. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Avec les soucis logistiques, je développe pas, c'est pas aussi simple que ça. Mais voilà, c'est des solutions qu'on expérimente, et si le bilan est positif, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, qu'on multipliera à l'avenir. Sur le sujet restauration du soir, un sujet très compliqué, je fais un peu d'historique.
La restauration du soir s'est auto-tuée et on l'a tuée. Je m'explique. Elle s'est auto-tuée puisque à l'époque, année 2000 et quelques, la restauration du soir s'étiolait petit à petit. On avait des tableaux de bord, de passer de 5% du chiffre d'affaires à 4, à 3, à 2, à 1. Donc en fait, je force le trait, mais à peine, certains restos étaient ouverts, il y avait plus de gens dans les cuisines que de convives. Donc ça s'appelle juste un non-sens économique au bout d'un moment. Donc l'absence de convives a tué le système. Mais le système a tué la restauration du soir, je m'explique. À un moment donné, il y a eu un dispositif qui s'est mis en œuvre, qui s'appelle la RTT. Certains doivent s'en souvenir. La RTT, un peu comme dans l'hôpital. On n'a embauché personne, mais il a fallu gagner des heures. Mais donc, les deux éléments conjugués font quoi? C'est qu'on a fermé le soir. Il faut dire les choses, c'est ça qui s'est passé. Je parlais des évolutions post-Covid, c'en est une. Alors après, c'est qui de la poule ou de l'œuf? Je n'en sais rien. Toujours est-il que les restaurants ciblés qu'on réouvre le soir, qui étaient fermés, connaissent une fréquentation que je qualifierais de non anecdotique, avec deux caractéristiques. Un, c'est pas les mêmes que les restos du midi en termes d'attractivité. Il ne faut pas viser le resto de campus, parce qu'un étudiant à la fin de ses cours, s'il est dans un campus pas très sexy, excusez-moi l'expression, il rêve que d'une chose, c'est de s'en aller, et c'est normal. Donc c'est plutôt le resto de centre-ville qui répond à cette attente-là. Et la clientèle, c'est, je disais, on est à 55% de repas à 1 €, le soir c'est 80%. Donc ça veut dire qu'en cœur de mission, bien évidemment qu'on se pose la question. Le travail, je n'ai pas pu citer tous les enjeux de 25, et puis il y en a tellement qu'il faut peut-être en garder pour 26, soyons clairs, c'est d'établir une cartographie. Je parlais de la cartographie de la loi Lévy. C'est on a besoin de restos ouverts le soir, oui, mais quand? Peut-être pas toute l'année non plus. Et où? Surtout où? Et quels moyens on a pour maintenir ces ouvertures, qui sont des moyens humains, ce ne sont pas des moyens techniques. Les restos, ils existent. Mais un resto sans personnel dedans, ça ne fera pas grand-chose. Donc il faut aussi rentrer dans ces combinatoires-là. Un élément que je n'ai pas cité, qui rebondit sur ce que vous évoquiez précédemment, c'est la restauration. Certes, c'est une fonction alimentaire de base, bien évidemment. Tout être humain a besoin de manger pour continuer à vivre. Mais c'est une fonction de socialisation. 85% des étudiants qui vont manger au resto, ils vont manger en groupe. Ils arrivent en groupe. Ce qui d'ailleurs nous pose un problème, pour être honnête. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, admettons, là, on se connaît tous, on arrive à la table. Il reste 2 places de libre. Mais on a squatté la table. Les 2 places de libre, elles ne seront jamais occupées. Donc quand on parle de suractivité, de saturation de nos structures, un taux de remplissage de 100% des places, c'est juste illusoire, ça n'existe pas. Quand c'est 90%, c'est maximum. On retombe sur les 85% de repas en groupe. Peut-être que l'élément conclusif par rapport au thème du jour, c'est plus un état d'esprit pour répondre à l'interaction avec les territoires, quel que soit le territoire. Le réseau des Crous n'est pas dans une organisation jacobine, soyons clairs. Sinon, le législateur n'aurait pas fait en sorte qu'il y ait 27 établissements publics. Donc ça veut dire, retraduit en français, que chaque Crous a une grosse marge de liberté. Et que c'est pas parce qu'on est parisien qu'on est plus intelligent qu'un provincial. Donc les bonnes idées, elles viennent partout. Un des jobs du CNUS, c'est de piquer les bonnes idées des autres, de les modéliser et de les passer aux voisins. Donc à partir de là, l'interaction avec les territoires est pour nous capitale, parce qu'elle est enrichissante, et c'est le meilleur moyen de répondre à des besoins, parce que les besoins de la vallée de Bièvre, et je vais prendre un exemple local, sont peut-être pas exactement les mêmes que ceux du haut du plateau, même s'il n'y a pas beaucoup de kilomètres d'écart, sont fondamentalement différents entre l'Académie de Versailles et l'Académie de Créteil. Pourtant, les deux se touchent, au nord et au sud, mais croyez-moi, les besoins n'ont rien à voir, la population est différente. Donc, nous, on est tout à fait favorable, et encore une fois, c'est pour nous une source de captage d'informations, d'exploitation d'informations et d'expérimentation en vue d'une modélisation pour faire profiter les autres Crous de ces expériences-là, avec une problématique particulière. Et j'adresse un salut tout particulier à nos collègues ultramarins, où la problématique qu'on vient d'évoquer et bien d'autres sont avec une acuité plus sur ces territoires qui, je le rappelle, sont quand même français.
Bah, ça sera mes mots concluants. On va arriver aux conclusions. Léo, Joséphine, vous souhaitez dire un dernier mot rapidement et puis après on... C'était par rapport, par rapport au manger mieux. Donc il y a la qualité, mais aussi donc sur le futur. Et en fait, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais que je trouve quand même très intéressant, c'est qu'à notre échelle, on essaye de développer des partenariats pour récupérer les denrées non consommées, notamment de la cantine administrative de Sceaux, donc tout ce qui est fruits et légumes. Donc c'est un partenariat qu'on a depuis, notamment grâce à Léo et Nathalie David, qu'on a depuis un peu plus d'un an, un peu moins d'un an. Et donc ça permet de récupérer les produits que les gens qui travaillent à la mairie et qui viennent manger à la cantine ne consomment pas. Donc ça fait du gaspillage en moins et c'est pour les étudiants et on sait que ça sera mangé. Et par ailleurs, on essaie de développer des partenariats pour manger mieux et avoir un impact positif sur l'environnement en évitant le gaspillage, en récupérant notamment les invendus avec des produits à date courte, des établissements comme des commerces de bouche comme Naturalia, où on est en train d'essayer de mettre ce partenariat-là en place, où on va récupérer ce qu'ils ne vendent pas pour le redonner après aux étudiants. C'est des produits qui coûtent cher, qui sont pourtant de très bonne qualité, qui sont bio. Et on sait que c'est vraiment un luxe de pouvoir manger bio quand on est étudiant. Donc moi, je suis ravie de contribuer à la mise en place de ce partenariat. Merci. Il y a eu beaucoup de chiffres ce matin et très, très éclairants. Je vais en rappeler 2, 3. 13% des étudiants ne mangent pas à leur faim. 8% sautent des repas pour des raisons financières. 28% on pourrait avoir recours à l'aide alimentaire. 168 € le prix, le budget alloué au repas pour un étudiant en moyenne. Donc ça montre bien l'enjeu de ce sujet. Vous avez été dit, c'est une question peu observée encore, la question du repas, l'alimentation des étudiants, et pourtant c'est une question majeure. La Covid a fait sortir un peu de l'ombre ce sujet. On a en souvenir encore les files alimentaires devant les services d'aide alimentaire pendant cette période dramatique, avec des questions spécifiques, notamment pour les étudiants étrangers ou pour les étudiants qui sont en longues études, comme ça a été rappelé. Donc il faut s'en saisir et le débat de ce matin nous permet d'engager ce travail collectif, même si effectivement il est déjà bien pris en charge par les opérateurs, par les collectivités, mais il faudra aller plus loin, parce que si on ne s'en saisit pas, il y a des questions urbaines, ça a été dit par le maire, avec le développement hors de la restauration collective de fast-food et d'offres pas très qualitatives. Il y a des questions sociales et évidemment il y a des questions liées au fonctionnement des universités. Ça a été rappelé dans les réactions de Ferrès, le lien alimentation et réussite, le bien manger est sans doute aussi une dimension importante de la réussite universitaire. On avait commencé par rappeler la dimension culturelle du repas, notamment en France, où c'est un patrimoine immatériel de l'humanité. Claude Fischer disait « manger, c'est un acte social ». Le Crous, dans ses évolutions récentes, a montré comment cette question sociale et culturelle influait et faisait évoluer l'action. Vous avez rappelé la progression des repas Crous dans le repas étudiant, la part relative de la restauration rapide qui diminue, et donc celle de la restauration à table qui monte, l'explosion aussi des consommations de plats végétariens. Et puis, ça a été dit, l'engagement étudiant sur ce sujet qui, organisé par des collectifs ou d'initiatives plus individuelles, prend une place importante. Et ça permet aussi de pointer du doigt que l'enjeu, c'est d'allier solidarité et alimentation durable. Donc ça renvoie au sujet du lien ville-université, avec un tiers dans cette relation qui sont les étudiants, et notamment sur ce sujet peut-être plus important encore. La question de la pause méridienne, l'organisation du temps universitaire et comment les étudiants vivent la ville. La question des partenariats sur la restauration collective. On a parlé de zone blanche, mais il y a aussi la restauration collective en collectivité. Il y a la question du soir, vous l'avez dit à la fin aussi, et comment la restauration universitaire peut jouer un rôle dans la vie urbaine. Et peut-être il y a des croisements de publics à imaginer. Évidemment, la question de l'évolution des pratiques, l'évolution des métiers, la cuisine végétarienne. Le repas festif, c'est une initiative dans les associations étudiantes. C'est aussi une initiative dans beaucoup d'associations de la ville, dans le lien social. Donc bref, autour de ces sujets, il y a certainement beaucoup de choses à faire. Ça amène aussi à repenser la place des campus dans la ville. Et au final, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui prolonge une précédente édition, Campus Durable,
Je pense qu'autour de la question de l'alimentation, c'est 25 à 30% de notre impact environnemental dans la relation ville-université. Il y a sans doute un chantier à ouvrir et je passe la parole à Jean-Philippe Alardi pour le poursuivre. Merci François. Je voulais remercier chaleureusement l'intervention de tous nos participants. Je ne vais pas tous les citer, mais je les remercie. Je salue la présence des étudiants à ces moments, ces entretiens de saut qui soulèvent les relations entre l'université et les territoires. On en a parlé hier à la vue et ça fait partie de la vie des campus. Je voulais saluer particulièrement l'engagement étudiant puisque nous en avons la preuve sur notre territoire. Et je voulais qu'on remarque un point qui a été soulevé par le CNUS sur le temps du repas, qui rebondit sur... Je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut rebondir sur le temps universitaire. Et souvenez-vous, François Rioux, lors de nos entretiens à la vue, nous avions beaucoup débattu de ce fameux temps universitaire. Je crois qu'avec les nouvelles pratiques, les cours à distance, l'évolution que nous vivons, ce serait peut-être l'objet de futurs entretiens de saut. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci.